Baxit, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le public, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes extraordinaires. Vous êtes tellement beaux et tellement belles, ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau de Baxit. Bonsoir à vous. Si vous nous regardez sur Twitch, j'ai vu qu'il y avait des couilles ce soir sur Twitch. Désolé, excusez-nous, il y a des bugs techniques. Mais apparemment, c'est du côté de Twitch que ça merde. C'est arrivé au copain Zach Nani la semaine dernière, apparemment. Désolé, là, vous nous dites si c'est Poutou sur le chat, j'espère que ça fonctionne. Vous inquiétez pas, l'intégralité de l'émission sera sur YouTube. Normalement, c'est bon, c'est plus cassé. Vous nous dites bonsoir à vous également si vous nous regardez sur YouTube en replay. Bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver ce soir, une émission un petit peu particulière. Non, pas plus que ça en réalité, un Baxit toujours aussi formidable. L'émission que vous aimez, je suis avec de très très belles personnes autour de ce plateau. Ce soir, on est avec Claire. Salut Claire. Salut. Ça va ? Oui, ça va. Ça fait plaisir de te retrouver, Claire, militante pour le climat, ancienne candidate de la NUPES aux législatives de 2022. Ça fait bientôt un an, dis donc. Oui, tout à fait. Ça va, pas de regret ? Ouais. Bah, c'est l'heure aussi du bilan de tout ce qui est devenu cette construction après un an, quoi. Donc, oui. Mais... Ça t'a manqué aujourd'hui de pas être dans l'hémicycle de l'Assemblée On va en parler, évidemment. Mais... alors, je pense que cette année, j'ai vraiment aussi pris conscience de l'impact politique plus indirect, plus diffus que pouvait avoir la recherche, la construction d'idées. Et du coup, j'ai plutôt la sensation d'avoir trouvé une autre place et une autre manière d'être dans le débat politique. Voilà. Parce qu'en ce moment, donc, tu es chercheuse en théorie politique. Exactement. Toujours éternellement. Enfin, j'espère pas éternellement. Non. En thèse, voilà. Bon, bah c'est cool. On est aussi avec Antoine. Salut Antoine. Salut Jean. Antoine Bristiel, ça fait plaisir de te retrouver. Antoine, tu es directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. Exactement. Qui est une fondation, un think tank plutôt classé à gauche. Oui, toujours. Voilà, Oui, non, ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas. Mais c'est la gauche de droite ou c'est la gauche de gauche ? Parce qu'apparemment, il y a une différence entre les deux, je sais pas. C'est la gauche de François Hollande. Je ne répondrai pas à cette question. C'est bien une réponse de Sosdem, ça, bref. Bon, ça fait plaisir de te retrouver. On est avec Sacha aussi. Comment ça va, Sacha ? Salut Jean, a connu meilleure journée. Pourquoi ? Parce qu'il s'est quand même passé un petit événement en France aujourd'hui. À Annecy, c'est une très dure journée. Et nous, on a eu la tête dedans toute la journée au JDD. Tu es journaliste au JDD, Sacha Beckerman. Absolument. Et donc, vous avez traité la news aujourd'hui. Ça se passe comment d'ailleurs au JDD, le traitement d'une news aussi terrible que celle-là ? On reçoit l'info, on vérifie nos sources, on essaye de se faire confirmer tout par l'AFP. Parle bien dans ton micro. Pardon. Hop. On a des journalistes qui ont des relations avec les forces de police, donc qui ont réussi à nous donner des petites infos. Et après, on est toujours très précautionneux. Nous, on sert vraiment de l'AFP et de nos journalistes sur place. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Même sur tout ce qui est témoignages et tout, on ne reprend pas BFM, France Info. Voilà. Ok, d'accord. Et les institutionnels, ministres, présidents. Oui, je me doute. De toute façon, vous avez fait un suivi live toute la journée. Exactement. Je suppose. Exactement. Ok, d'accord. Non, c'est cool. Enfin, c'est cool que vous fassiez ce traitement de l'actualité, surtout sur une actualité comme celle-ci, aussi émotive, aussi. En plus, encore une fois, la récupération politique. En plus, ça a été instant la récupération politique. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. 4 minutes après l'événement, il y avait déjà des gens dans la salle des 4 colonnes qui réagissaient devant les caméras avec des réactions politiques. C'est toujours, d'ailleurs, c'est une question assez ouverte, mais c'est quand tu es un responsable politique, c'est quoi la bonne manière de réagir sur ce type d'événement dramatique qui arrive ? Pas comme Aurore Berger, je pense. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui a fait une réflection sur la réforme des retraites. Ça rend futile nos débats à l'Assemblée. Effectivement, c'était pas la meilleure des réponses, je pense. Déjà, moi, je pense, alors c'est un conseil que j'ai déjà donné à des politiques, vous forcez surtout pas à réagir. Ne faites pas l'erreur de croire que votre parole est attendue. Voilà, là, il y a un drame, c'est très émouvant. Le temps de la réaction des politiques peut venir dans 2-3 jours, ce ne sera pas trop tard. Non. Voilà, vous pouvez aussi vous abstenir de tweeter, de parler. Vous êtes pas. Non, et puis on a Olivier Marleix qui a tweeté un peu n'importe quoi aussi. Président du groupe LR. Exactement. Donc, et sans attendre les infos qui ont confirmé. J'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a tweeté comme connerie. Il a tweeté un truc sur un mec qui avait un turban, un truc comme ça. Enfin, on est parti sur les clichés, habituels, entre guillemets, quand il y a ce genre d'attaque. Et puis, en fait, on s'est rendu compte après, grâce aux vidéos et aux témoignages, notamment, qui est ressorti des premières heures de la garde à vue, qu'il avait dit avoir fait ça pour Jésus-Christ, donc pour les chrétiens d'Orient. Oui, non, ça a l'air d'être un cas. Effectivement, il y a des gens dans le chat qui demandent, excusez-moi si vous n'avez pas suivi l'actualité. Ce matin, un homme armé d'un couteau a fait 6 blessés graves, dont 4 enfants, dans un parc à Annecy. Voilà, c'était
l'événement terrible de ce matin, et ça a forcément du coup ébranlé l'actualité nationale. On en a parlé toute la journée, pardon, si vous l'apprenez ce soir, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce soir, on va parler d'actualité politique, bien entendu. On recevra notre invitée politique de la semaine, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, qui va venir sur notre plateau répondre à nos questions en ce moment important pour le mouvement social, puisqu'on va en parler dans l'actualité. Moi, avant, juste un truc, j'ai fait du surf la semaine dernière, absolument rien à voir avec On a vu ça. etc. Mais encore ? Mais non, une seule fois. C'était le fameux. C'était la fameuse session surf. Je dis ça parce que aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan et que ma vidéo est sortie ce midi sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo très particulière parce que j'en avais jamais fait des comme ça sur YouTube. C'est vraiment un vlog de YouTuber. Je vous emmène faire du surf avec moi à Biarritz et surtout, on rencontre l'association Surfrider Foundation, donc qui nous a accueillis, Regardez-moi ces images. Voilà, donc la vidéo est sortie. On doit tenir sur une... Mais oui, regarde, avec le DAB qui va bien, évidemment. Obligatoire, mandatory DAB. Putain, ils ont fait un ralenti, ces connards. J'adore. Donc voilà, donc la vidéo, indépendamment du fait que vous me voyez dans une combinaison très sexy faire du surf, c'est aussi l'occasion de rencontrer une très belle ONG, la Surfrider Foundation, pour parler de cette problématique, dont c'est la journée mondiale aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on la sort aujourd'hui, la vidéo. Et puis en plus, elle a un très bon accueil, cette vidéo. Merci pour vos commentaires. Ça a l'air de vous plaire, ce format. Donc... je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant, donc je suis très content. Alors que tu retournes faire du surf. Écoute, je me dis que voilà, on peut faire aller rencontrer d'autres ONG sur le terrain, etc. Si ça vous plaît, ce genre de. Tu vas devenir influenceur lifestyle. Non mais alors, tu vois, influenceur ONG. Pourquoi pas ? Influenceur Ce serait classe. ONG service public, moi je suis chaud. Non, ce serait classe. C'est pas mal. Non mais c'est vrai, influenceur service public. Et suivre Médecins du Monde sur ce qu'ils font. Sur le terrain, ouais. Parce que là, on en a eu 1 heure, voilà. Mais enfin, moi, c'était mon premier militantisme en fait sur la. T'étais chez Médecins du Monde ? Non, pas du tout à pardon. Médecins du Monde, mais en fait, donc j'étais à Lyon. Et Lyon, c'est sur la route, en fait, quand ils arrivent en Italie, ils essayent de passer, s'ils le peuvent, en France. Et après, ils passent par Lyon pour arriver généralement à Paris. Et en fait, avec un groupe d'étudiants de l'ENS, on est des copains, on en avait monté une asso, en fait, pour organiser un réseau d'hébergement solidaire et faire de l'accompagnement administratif, enfin, faire le taf de l'État, en gros, qu'il ne fait pas. C'est exactement ce qu'il disait là. Et en fait, on n'imagine pas ce qui se passe dans nos villes, dans nos rues. Et c'était incroyable d'entendre Médecins du Monde raconter tout ça avec autant de justesse. Donc, c'était cool. Très chouette. Un très très beau before cette semaine. C'est très cool de les avoir ici. Et ouais, je les remercie encore. N'hésitez pas à les retrouver sur tous les réseaux sociaux qui vont bien. Chers amis, on va parler de l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Pardon, j'ai surpris la régie. L'actualité cette semaine, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. La France entière a retenu son souffle. La France entière était devant la chaîne Twitch de Jean Massier à l'occasion de l'examen. À l'occasion de l'examen de la proposition de loi du groupe Lyot qui proposait d'abroger la réforme des retraites. Il se trouve qu'à l'issue d'un micmac dont on va pouvoir parler si vous le souhaitez, procédural, cette réforme a fait long feu cette proposition de loi a fait long feu puisqu'au cours de la matinée, le groupe Lyot a lui-même annoncé qu'il retirait sa proposition de loi puisqu'elle avait été vidée de sa substance de son article 1, donc de sa substance, était de revenir en fait sur l'âge légal de départ à la retraite. Pas de surprise ? Bah non. Non, pas de surprise, on s'y attendait. Oui. Non, il n'y avait pas un infime espoir qu'éventuellement peut-être tous les articles de la Constitution n'avaient pas encore été utilisés par le gouvernement. C'était le moment de pouvoir rajouter quand même. Non, mais franchement, là, ils étaient vraiment dans cette logique-là, on l'entendait. C'était pas forcément une surprise. Même quand tu regardais les sondages d'opinion, les gens avaient déjà intégré le fait que ça se passerait comme ça. Et de la part du gouvernement, vu comment il a traité le problème jusque-là, en tout cas pour moi, c'était vraiment pas une surprise que ça se passe de cette manière-là. Ok, d'accord. Claire, pareil, pas de surprise ? En fait, pendant un petit moment, il y avait la question de est-ce que Yaël Braun-Pivet, qui du coup est la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle va aller jusque-là ? Est-ce qu'elle va suivre sa couleur politique jusqu'à aller contre la jurisprudence de la République ? En fait, c'était ça. Et à un moment, on avait une hésitation sur le rôle qu'elle allait jouer. Est-ce qu'elle allait avoir le courage de dire non, là, je ne peux pas aller contre une jurisprudence
jurisprudence. D'autant qu'elle a elle-même... Pour empêcher un vote sur la réforme de l'âge des retraites. Et en fait, ça s'est vraiment confirmé, mais assez tard. Donc, je crois que c'était mercredi où elle a vraiment dit non, dans tous les cas, il n'y aura pas de vote là-dessus. Mais en fait, voilà, jusqu'à même mardi, on pouvait espérer qu'elle joue son rôle de présidente de l'Assemblée et pas de macroniste. Présidente Renaissance, oui, c'est ça. D'autant qu'elle a soufflé le chaud et le froid elle-même, c'est-à-dire qu'elle a résisté à un moment au gouvernement. Ça lui est déjà arrivé par le passé à plusieurs reprises. Alors, ça ne fait pas toujours la une des journaux, mais Yael Braun-Pivet en interne, elle résiste à des soubresauts de gouvernement sur l'agenda, sur des trucs procéduraux, etc. Donc, c'est d'autant plus surprenant, décevant aussi, que Yael Braun-Pivet s'abaisse effectivement à ça. Pendant toute la séquence, on a eu, ils ont utilisé le 49.3, est-ce qu'ils vont aller encore plus loin ? Et en fait, ils ont enfoncé toutes les portes où on se disait, là quand même, ils vont avoir une espèce de retenue, un respect minimal du jeu démocratique, de la démocratie sociale. Et en fait, là, on atteint une bascule de plus. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça ? Et je pense qu'il y a Yael Braun-Pivet, dans sa tête, il y avait aussi, après cette séquence, moi, je dois continuer à être présidente de l'Assemblée nationale. Comment je préside une assemblée que j'ai à ce point piétinée, quoi. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Le précédent est intéressant. Je me pose la question, est-ce que c'est pas paradoxalement une forme de victoire de l'opposition que d'avoir réussi à forcer les macronistes à aller jusque-là ? C'est toujours un peu la difficulté quand je dois expliquer à des gens qui me demandent, notamment dans le chat, ça sert à quoi de s'opposer quand on sait par avance qu'on est minoritaire ? Parfois, je leur dis, vous savez, ça sert déjà à forcer le gouvernement à s'expliquer, à se justifier, à le mettre face à des contradictions, parfois à le corneriser dans des coins où il préférait pas être cornerisé, mais c'est aussi ça la démocratie. Et puis parfois, paradoxalement, ça sert aussi à forcer le gouvernement à sortir une grosse berta qu'il n'avait pas envie de sortir, parce que ça le rend très impopulaire, etc. Sacha ? Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que effectivement, ça a forcé le gouvernement à répondre à certains trucs dont on n'était pas sûr, certaines incompréhensions. Ça l'a poussé à sortir du bois. Mais si on reste pragmatique, c'est un échec pour les oppositions puisque la loi est passée. Et la loi a été promulguée et que les Français vont travailler 2 ans de plus. Donc... moi, je vois pas de victoire pour les oppositions, si ce n'est qu'on se rend compte du coup qu'il y a une colère qui est plus, qui est maintenant moins tirée de la réforme des retraites que de la crise démocratique entre guillemets qu'on est en train de traverser, et que donc dès qu'il va se passer quelque chose maintenant, je pense que la fin du quinquennat va être un enfer pour la majorité. Oui, mais justement, c'est-à-dire que je trouve que les opposants, en fait, c'est toujours l'horreur quand t'es opposant, c'est que par définition, t'as pas la majorité, donc tu diriges pas les affaires du pays. Donc en fait, tu ne peux que dénoncer, critiquer, proposer des alternatives, mais au bout du bout, c'est quand même pas toi qui maîtrises. Là, il se trouve que le gouvernement a été d'une brutalité terrible, que l'écrasante majorité des Français est plutôt d'accord avec l'opposition qu'avec la majorité. Et il se trouve aussi, je trouve, et je suis d'accord avec toi, que la question démocratique a réussi à devenir centrale dans le sujet. On aurait pu en fait faire Rappelez-vous la réforme de 2020. C'était technique, putain, on s'emmerdait sur l'âge pivot, sur les machins de la retraite à points, etc. Et ensuite, on a enchaîné directement avec le Covid. Là, je trouve que le mouvement social, les opposants, ont réussi à poser la question démocratique dès le début de la mobilisation, et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est central pour tous les Français. Oui, puis parce que les gens n'en peuvent plus non plus aussi, de la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire que effectivement, tu te rends compte maintenant que chaque crise sectorielle, ça se lie à la question démocratique derrière, en particulier là où le gouvernement, en fait, la constitution de la Ve République, elle garantit l'efficacité dans tu peux passer des mesures, tu peux passer des lois, même si tu n'as pas de majorité à l'Assemblée, tu peux utiliser même tous les articles possibles pour que les textes ne soient pas débattus comme aujourd'hui, mais on sent qu'il y a quand même une crispation qui est de plus en plus importante dans le pays, et ça va se ressentir de manière extrêmement importante dans les prochaines échéances, c'est compliqué. Et du coup, t'as énormément de perdants dans cette séquence, c'est-à-dire évidemment, les oppositions n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout et à faire en sorte que la réforme ne passe pas. Le gouvernement a été obligé de faire preuve de brutalité pour que ça passe, et à côté de ça, tu as une vraie rupture qui se passe dans le rapport des Français aux institutions, qui disent non mais il se passe quand même quelque chose là. Tout le monde était opposé à cela, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, et quand même le texte est adopté, et en plus ils veulent pas qu'une loi d'abrogation soit discutée. Donc, moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que déjà on l'avait déjà dit sur le côté barrage républicain
Républicains, on en a déjà parlé plein de fois, le cordon sanitaire, c'est pas la peine de nous demander de voter pour Macron ou pour un macroniste, si c'est pour enfin voilà, c'est pour que le cordon sanitaire s'effondre, donc on n'a pas fait barrage à Marine Le Pen pour avoir ça. Là, ça va même encore plus loin, c'est que c'est même, enfin moi, il y a des gens qui m'ont dit, ça me même pas la peine de venir m'expliquer à quoi sert le Parlement la prochaine fois qu'on me demandera de voter pour les législatives. C'est bon, j'ai bien vu. Et alors ça, l'atteinte à la faible confiance qui restait encore dans les institutions vis-à-vis des électeurs est à mon avis le truc le plus terrible. C'est pour ça que je dis à quel prix est-ce que cette réforme est passée. C'est au prix, je trouve, d'une rupture encore plus violente qu'avant entre les Français et la politique et leurs représentants. Mais sur ça aussi, tu vois, souvent on a dit oui, il y a la lettre des lois et il y a l'esprit des lois. Et on disait mais quand même les politiques qui sont au pouvoir, ils prennent en compte, oui, ils pourraient passer de manière assez autoritaire, mais il y a quand même cet esprit qui fait qu'ils vont respecter certains us et coutumes démocratiques. Mais en fait, non. En fait, si tu as la possibilité dans une constitution de pouvoir passer en force, tu peux avoir des politiques qui passent en force. Donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a peut-être quelque chose dans le texte de la Constitution qui serait bien de quand même réformer. Il y a un autre truc que tu as dit tout à l'heure, Claire, que je trouve intéressant et que j'ai essayé d'expliquer ce matin dans mon stream, c'est tu as parlé de jurisprudence de la République. Ouais. En fait, c'est le droit, et le droit constitutionnel, a fortiori, c'est pas une mécanique bien huilée où toutes les situations trouvent des réponses dans des situations, dans des scénarios qui ont été prévus dès 58 par Debré parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. En fait, non. La Constitution, un régime démocratique, une Constitution, une Assemblée nationale, un Parlement, ça nécessite de la bonne volonté de l'ensemble des acteurs. C'est qu'il y a un moment donné, il n'y a pas que des règles, il y a aussi des usages. Il y a un respect de la personne élue, de sa légitimité à être élue. Ça passe par ne pas prendre la parole quand quelqu'un parle, etc. C'est qu'il y a un moment, il est attendu de la part de l'ensemble des acteurs qui jouent le jeu et qu'ils acceptent. Et en fait, tu as toujours besoin d'un peu d'huile dans les rouages. Tu as besoin, y compris que l'opposition accepte que la majorité soit majoritaire, et tu as aussi besoin que la majorité accepte que l'opposition s'oppose. Ouais. Or, là, ce qu'on a vu, mais ce qu'on voit depuis quand même pas mal d'années, c'est une réédification de l'exercice du pouvoir autour de la seule lettre du texte, qui effectivement, comme tu l'as très bien dit, en fait, on se rend compte tous les jours qu'elle permet des trucs quand même assez hallucinants. C'est fou, je veux dire, l'Assemblée nationale ne sera jamais à prononcer, même quand les opposants l'ont proposé. Rappelez-vous le moment où il y avait eu 2 motions de rejet préalable, on se posait la question de savoir à laquelle des deux on étudie. Ça s'était jamais passé de toute l'histoire de France. C'est pour ça que la règle n'était pas prévue. C'est parce qu'il y a toujours eu une seule motion de rejet et que tout le monde était d'accord pour dire bon, c'est bon, c'est la motion de rejet. Bon, là, il y en a eu 2. Et en fait, au moment où la règle doit s'écrire, au moment où la jurisprudence de la République, comme tu l'as très bien dit, doit évoluer, on se rend compte que tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu, quoi. Et ce que je dis vaut pour le gouvernement, ce que je dis vaut aussi parfois pour les oppositions, parce que la stratégie d'obstruction est-elle aussi à interroger sous l'aune de jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte de jouer le jeu, en fait. Et c'est un vrai sujet. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir et qu'elle veut pas jouer le jeu du parlementarisme, de toute évidence, elle pourra pas jouer le jeu du parlementarisme. Sacha ? Non, je disais, t'as 2 trucs aussi, t'as la Constitution et t'as son interprétation. Ouais. Et pour le coup, l'interprétation d'Emmanuel Macron de la Constitution n'est a priori pas le même que celui qu'avait le général de Gaulle, par exemple, en 1968, quand il fait son référendum et qui se prend un nom dans la tronche et qui quitte le pouvoir, tu vois. Ouais. Donc, Emmanuel Macron part du principe qu'il a été élu à la majorité, que c'est ce qui lui confère sa légitimité face au Front National et qu'il a été élu pour faire cette réforme des retraites. Et qu'il en tire sa légitimité, et puis basta cosy, quoi. Lui, de toute façon, on en a déjà parlé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de laisser l'image d'un président qui va laisser une trace numéraire, donc en termes de chiffres, en France. C'est-à-dire un taux de chômage bas, le respect des directives européennes, des investissements étrangers, etc., etc. Et peu importe la manière dont ça va se dérouler, il va y aller au forceps. Je pense qu'il n'en aura rien à faire qu'on retienne de lui que ça a été un président qui est passé en force. Il l'a dit lui-même, à marche forcée. Voilà. C'était sa fameuse interview en disant ah non, mais moi c'est très clair, le plan c'est effectivement réindustrialisation, maîtrise des comptes publics, réinvestissement, plein emploi. Je laisse les clés du pays en 2027 avec le pays dans un bon état économique, et en 2027, dans un état social et démocratique. En 2027, il nous dira dans 20 ans, vous me remercierez. Ouais, non, mais c'est vrai. Claire ? Oui, plus précisément encore sur cette jurisprudence. En fait, en 2019, il me semble, il y a 2 propositions d'amendements du même type que ceux qui étaient contenus dans la proposition de loi Alliot, qui ont été acceptés. Et c'est drôle parce que le président de la commission des finances à ce moment-là, c'était Éric Woerth, donc, qui est aujourd'hui chez Renaissance. Ouais. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on censure des amendements qui précédemment, dans l'usage, ont été validés, ça crée un précédent
qui casse en fait la continuité, la trame continue des usages et de ce qui est considéré comme jouer le jeu. Et ça, c'est dangereux. Entre toutes les choses dangereuses qu'ils ont fait pour la démocratie, ce rapport-là à la règle, qu'elle soit écrite ou instituée par la pratique, c'est vraiment c'est pour ça qu'il y avait cette émotion aujourd'hui à l'Assemblée, parce que beaucoup de parlementaires ont dit on n'a jamais vécu ça, en fait. Et pas que les députés NUPES. C'est ça qui est intéressant là aussi, c'est que les députés du groupe Lyot ont eu des mots extrêmement forts, extrêmement durs. Il y a même une phrase, je ne sais plus précisément qui c'était, mais qui s'est exclamé, mais vous êtes devenus fous, en fait. Bertrand Pancher. Ils sont, et il y a effectivement cette impression qu'ils sont pris dans une mécanique où il n'y a plus de limites. Du coup, c'est quoi l'étape d'après après ça? C'est une bonne question, et c'est une question que je vous pose. C'est quoi l'étape d'après après ça? Les 4 ans qui viennent, tout ça? Les 4 ans mais c'est là où tu te rends compte, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Claire, c'est que où tu te rends compte quand même que le macronisme manque un peu de sens politique. C'est-à-dire que ce n'est pas des politiques qui sont là depuis des dizaines d'années, depuis une vingtaine d'années, qui peuvent avoir des opinions qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui néanmoins... là, tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas que ça peut avoir un impact extrêmement important, pas seulement sur ce qu'ils sont en train de faire, mais sur l'évolution de la politique. Et si tu te retrouves avec le Rassemblement national au pouvoir en 2027, en fait, tu auras tellement déjà de verrous qui auront été sautés pendant toute cette période du second quinquennat Macron, que finalement, ce sera... tu auras un précédent assez énorme en termes d'utilisation des articles les plus autoritaires de la Constitution. Et après, Jean, pour répondre à ta question... oui, comment ça va se passer dans les 4 prochaines années, c'est difficile de pouvoir voir comment ils peuvent gouverner autrement que ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire de manière assez autoritaire finalement. Ou alors il va dissoudre. S'il a de la chance, il y a une vraie majorité à l'Assemblée. Dans ce cas-là, c'est une voie tracée. Mais c'est peu probable. En fait, c'est vraiment mettre beaucoup d'argent sur une très, 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 très grosse côte, quoi. Mais c'est ça le problème de la situation. C'est-à-dire qu'après l'élection législative, il y avait une occasion de justement horizontaliser la pratique de la Ve République. Parce qu'on avait une assemblée qui était composée, diverse. En fait, ils auraient pu faire ce choix-là, qui aurait été le choix responsable. Que Macron a dit qu'il ferait en plus, rappelle-toi en juillet. Exactement. Et en fait, Macron a fait le choix inverse. Il a complètement verticalisé et il a basculé dans une forme d'autoritarisme à tel point qu'il y a des politistes qui disent vraiment la question de est-ce qu'on est encore dans une démocratie libérale au sens premier du terme se pose sincèrement du point de vue du respect des institutions, des libertés politiques, etc. Donc en fait, ils ont fait ce choix-là et jusqu'à où ça va mener leur camp politique et puis le pays en général, on ne sait pas. Mais sur l'état du mouvement social, on peut aussi faire le diagnostic que en fait, c'est une marée montante de colère, de rejet, qui en fait vient de Nuit debout, vient des Gilets jaunes, avec toute une série de problématiques qui se coagulent. Et oui, une marée qui monte, il y a des vagues qui reculent. Mais le mouvement de fond, ça reste une marée montante qui, à un moment, et les 4 ans à venir, ça va se jouer au rapport de force constant. Donc, il y a peu de chances que les 100 jours de l'apaisement, là, quand même, c'est mal barré. D'autant que là-dessus, quand tu regardes un peu les enquêtes d'opinion et de valeur, tu vois qu'il y a cette demande d'apaisement et d'avoir aussi plus de parlementarisme dans le pays. Et ça, c'est assez frappant, parce que tu as une vraie évolution. Quand tu regardais, il y a encore 5 ans de ça, les gens te disaient très majoritairement c'est mieux d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée parce que c'est un gage d'efficacité et on veut pas être dans quelque chose qui est trop... un pays qui a du mal à être gouverné finalement. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Tu as 2 tiers des Français qui te disent c'est mieux d'avoir une assemblée qui est composite et qui oblige les différentes forces politiques à discuter les unes avec les autres et de ne pas être un peu droit dans leurs bottes et trop rigide sur leur position. Macron fait aussi référence à l'incapacité de créer des coalitions compte tenu du fait que les oppositions ne veulent pas travailler avec lui. Il y a aussi une question de culture politique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un grand défenseur du parlementarisme, etc., et des majorités plurielles. Ceci étant, force est de constater qu'il n'y a pas toujours de la bonne volonté des opposants. Les Républicains, c'est le meilleur exemple. Non, bien sûr. Je ne vais pas chercher du côté du RN et du côté de LFI, parce que voilà, mais les Républicains, tu deals des trucs avec Ciotti, il n'y a aucun député qui vote. Non, mais tu vois, il y a un moment juste, quand les gens avec qui tu discutes n'ont aucune prise sur leur propre camp, putain.
Donc, Après, en un an, il y a d'autres textes qui ont été votés. Oui, mais rarement sur des trucs majeurs. Non, Oui, mais, pas sur des pour le coup, il y a un trucs autre truc, ça je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'on trouve des majorités à l'Assemblée. Bien sûr, On trouve des majorités sur à les l'Assemblée. éoliennes, on trouve des majorités sur l'IVG dans la Constitution. D'ailleurs, où est-ce que ça en est? Voilà. On ne sait pas. On trouve des majorités sur des trucs, sur le pouvoir d'achat, etc. En revanche, Emmanuel Macron ne trouve pas de majorité sur ces grands textes de réforme à marche forcée, comme il dit lui-même. Peut-être qu'Emmanuel Macron doit accepter qu'il n'a pas les moyens politiques pour mener son train de réforme à marche forcée. Oui, c'est ça. C'est impensable pour lui. Mais oui, la loi de programmation militaire, vous avez raison, elle a été votée hier. Il y a eu une majorité qui a été trouvée, guerre en Ukraine, tout ça, ça justifie, on a plus de pognon. Bon, les députés savent voter des trucs. Ils sont pas incapables de voter des trucs et de se mettre d'accord. Donc c'est vrai, vous avez raison. Ça retire un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le côté. Oui, mais les opposants veulent pas travailler. En fait, les opposants sont pas prêts à tout non plus. Non, il y a des choses qu'ils veulent pas. Et ça, tu as l'impression qu'au gouvernement et chez Macron, ils acceptent pas qu'on leur dise non. On va avancer juste. Il se passe aussi des trucs du côté de la gauche, du côté de la NUPES. Un premier truc qui s'est passé, c'est une interview dans 20 minutes de Jean-Luc Mélenchon, qui a donné une interview. Et il y a une question qui a beaucoup fait réagir, et je voudrais que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Quand on lui a demandé sur le fait qu'a priori, il n'y aurait pas de liste unique aux élections européennes de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, à qui on demande est-ce que c'est la fin de la NUPES, il répond c'est possible. Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, émet l'hypothèse que cet accord électoral de cette nouvelle gauche plurielle née l'année dernière, il y a moins d'un an, soit terminé. Il dit que, je cite, s'il n'y a pas de liste d'union aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait à la présidentielle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui s'appelle un petit coup de pression. Exactement. Ouais, tu le vois comme un coup de pression? Mais en fait, c'est compliqué cette histoire. Enfin, je pense que stratégiququement, il y aurait un intérêt global de tous les partis à s'unir, à conserver la NUPES au moment des européennes, parce que les enjeux pour la gauche sont trop importants pour partir désunis et pour enclencher une séquence médiatique où tous les partis de gauche se retrouveront 10-15 points derrière le RN et Renaissance, et on sera encore reparti pour la gauche arbitre de la prochaine présidentielle. Mais la position de Mélenchon, elle s'entend parce qu'il se dit, en fait, vous voulez être unis seulement dans les élections où vous êtes moins bons que nous. Et les élections où ELV et le PS sont meilleurs, c'est-à-dire les européennes, là, vous voulez partir seul parce que vous avez une chance d'être devant nous et de pouvoir rééquilibrer. Il a pas tort. Oui, mais complètement. Non, mais il a pas tort. Donc, c'est sûr qu'en même temps, il vient du PS, il sait ce que c'est, que l'hégémonie. Non, mais tu vois, il y a un moment, oui. Non, c'est clair. Non, mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais là, on est encore dans la séquence où il y a de très fortes tensions et un débat sur est-ce que c'est jouable d'y aller ensemble avec, on voit tous les arguments se déployer du côté des... Ça se joue beaucoup entre l'AFI et les Verts. Donc, dire ça s'inscrit effectivement dans un contexte où il y a de la pression sur les acteurs qui ont les clés en main pour décider. Mais c'est aussi avoir une vision un peu réaliste de ce qu'est une campagne politique. Et c'est ce dont on a parlé ici. C'est une campagne politique, c'est nécessairement, si les listes de gauche partent séparées, une campagne de démarcation et de différenciation entre ces différentes listes, parce qu'en gros, il y a un gâteau à se partager. Donc, il s'agit de convaincre l'électeur écolo de gauche d'aller voter plutôt pour une liste ou pour une autre. Donc, forcément, que ce soit au niveau des médias et des grands candidats, etc., ça va partir en vrille. Et au niveau local, entre les militants, des militants qui travaillent ensemble, qui ont fait des campagnes législatives ensemble, qui ont fait la mobilisation contre la réforme des retraites ensemble. En fait, ce qu'on va leur dire, c'est vous allez tracter solo, et puis vous allez tracter contre ceux qui sont devenus les camarades, en fait. Et ça crée de la tension, parce que les militants sont sincères dans ce qu'ils font, ils ont une loyauté envers le parti, ils vont faire des campagnes séparées, pour beaucoup, si c'est comme ça que ça s'embraye. Donc, effectivement, en fait, c'est juste réaliste de dire que partir séparément sur des listes pour les européennes, c'est mettre en danger ce qui est un accord qui est né, qui n'est pas simplement un accord électoral, mais qui est né à l'occasion d'une élection. Et sur une très forte demande des électeurs de gauche. C'est ça aussi. Non, mais tu l'as encore. Hein. C'est ce que j'allais dire. Ils sont toujours très demandeurs d'une union pour les européennes. Exactement. Non, c'est très bon journal. Tu as encore 75% des personnes qui se considèrent proches des partis de gauche qui te disent oui, il faut l'union de la gauche aux européennes. Mais en même temps, tu te mets dans la tête de quelqu'un qui n'est pas forcément le plus politisé possible, qui a des valeurs de gauche et qui se dit mais attendez, alors les gars, à la présidentielle, ils sont désunis. Puis après, ils sont en train de s'unir. C'est bien, on veut...
il y a un sentiment d'urgence. Les enjeux que porte la gauche doivent pouvoir devenir majoritaires. La gauche doit pouvoir être au pouvoir. Oui, mais attends, ils sont en train de se désunir aux européennes parce que Marine Tondelier, elle aimerait bien quand même que le ELV il soit plus haut que LFI. Mais après, par contre, au municipal, alors ce sera peut-être le PS parce que le PS, ils sont forts au municipal. Donc peut-être que le PS, il ne voudra pas être uni. Mais à la présidentielle, on sera à nouveau unis. Mais tu vois en même temps, aucun sens. ouais, non, je comprends. En même temps, je me demande en quoi le fait de ne pas être uni aux européennes t'empêche d'avoir un candidat unique 4 ans plus tard. Enfin, tu vois. Mais c'est pas la première fois. C'est une question de représentation aussi. Oui, pense que c'est je veux surtout bien, ça, en mais vrai. je vois pas ce qui empêcherait quelqu'un d'accepter le fait que les européennes, les listes y vont de manière séparée, parce que de toute façon, c'est en un seul tour, c'est un scrutin proportionnel, on peut comprendre l'idée. Oui, mais tu peux la comprendre. Voilà. Est-ce que ça empêche le fait que les électeurs de gauche aient envie d'avoir un candidat unique Non, ça n'empêche pas, mais tu repars encore des années en arrière, parce que l'union, ça a quand même été un processus au sein des fait en une semaine. Oui, mais après combien de temps même un peu moins. Mais en combien de temps après combien d'années et d'années de campagne électorale où ça n'avait pas été possible? Et là, ça a en effet été possible et dans des délais qui étaient qui étaient extrêmement courts. Tu vois, de remettre ça en cause en se disant peut-être on prend le risque d'exploser la NUPES pour les européennes en espérant que ça puisse refonctionner au moment de la prochaine présidentielle, c'est quand même un risque qui est assez important. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ça retire rien à ce qu'on a déjà dit sur ce plateau avec des invités politiques qui sont venus nous expliquer leur point de vue. Je comprends aussi les divergences de point de vue, y compris sur un sujet aussi important que l'Europe. Bon, c'est super intéressant. De l'autre côté, juste si on repart un peu du côté un peu français, s'il n'y a pas de liste, je pense, unique aux européennes, ça va donner raison à tous ceux qui sont contre la NUPES. Ouais. Les Nicolas Maillard-Rossignol, les Cazeneuve. En train de me faire une transition extraordinaire. C'est vrai ? Ah, je te remercie. Incroyable. J'allais justement dire. Et sinon, de l'autre côté, dis donc. Ça bouge aussi du côté du reste de la gauche et du côté des socialistes anti-NUPES. Il y a eu un petit raout qui a été organisé à Montpellier à l'invitation du maire Michael Delafosse. Pardon. Et donc, c'est un mouvement qui s'appelle Refondation qui a eu lieu du coup le week-end dernier autour d'Anne Hidalgo, Carole Delga, Nicolas Maillard-Rossignol qui se sont réunis. Benoît Hamon aussi a pointé sa tête là-bas pour parler migration, etc. Mais il a dit sur Twitter que c'était pas du tout lui, l'ancien frondeur. Vous vous rendez compte, il va pas rejoindre cette partie-là du PS. C'est une de ses rares apparitions, quasi unique apparition de nature politique depuis qu'il a pris la présidence de Singa, donc c'est quand même pas rien. Sincèrement, tu te faisais chier ce week-end Non, bon, d'accord. Olivier Faure n'y est pas allé finalement. Il avait peur de se faire huer, ce qui peut se comprendre parce que putain, l'image que ça aurait envoyé était vénère. Bon, tout ça c'est bien gentil. Ça représente quoi? Ça pèse combien ce truc-là? Pas grand-chose. Il faut quand même bien le dire. Après, plus sérieusement, c'est que tu vois. Pas quand tu regardes le paysage politique, mais quand tu regardes les valeurs, tu as une vraie tripartition dans l'espace de valeurs en France. Tu as un vrai bloc qui est cohérent de personnes qui ont des valeurs, redistribution sur le côté économique, hyper écolo, voilà. Donc, qui est assez cohérent avec le bloc de la NUPES à l'heure actuelle. À côté, tu as un bloc de valeurs qui est beaucoup plus libéral sur les questions économiques et assez libéral aussi sur les questions sociétales. Et puis, tu as un bloc de valeurs... Ça, c'est Renaissance et Macron. Exactement. Et tu as un bloc de valeurs qui est beaucoup plus autoritaire, xénophobe, et que tu retrouves justement de manière assez cohérente au sein de l'espace de la droite radicale, de l'extrême droite. Et ça, c'est pas seulement dans le cas français. Quand tu regardes dans de nombreuses démocraties occidentales, tu as cette tripartition de l'espace de valeurs. Et donc, dans cet espace-là, nos amis Cazeneuve, Hollande, Delga et tout ça, mais ils vont où? C'est exactement la question que j'allais te poser. Et non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je les entends depuis un bout de temps, mais j'ai envie de les réinviter pour qu'ils continuent à m'expliquer ça sur le plateau de Backseat. Cette volonté de faire renaître un PS sur une liste de gauche, mais qui n'est pas NUPES, qui est moins radical, etc. Je l'entends, je ne comprends pas à qui ça parle. À part un mec comme moi qui a été au PS, c'était un truc, c'est les gars, je sais pas. Ça s'est vu, c'était 1,7% avec Hidalgo à la présidentielle. Et c'est la même chose avec LR, ils sont complètement coincés entre les deux blocs, le bloc libéral et le bloc d'extrême droite. Après, on a vu pendant la réforme des retraites que le côté un peu radical de la NUPES en avait quand même refroidi pas mal, tu vois. Est-ce qu'ils n'essayent pas de s'engouffrer aussi dans cette brèche-là en disant... Alors, clairement, ils le disent d'ailleurs assez volontiers, ils essayent de récupérer les déçus du macronisme, justement. Et de la NUPES. Et de la NUPES. Et voilà, c'est ça. C'est des gens qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon, ça va 5 minutes, qui trouvent que Emmanuel Macron, ça va 5 minutes,
Mais alors, de là, ce qu'ils ont envie. Oui, mais c'est. Bon. Je sais pas. Claire. Du coup, c'est un mini triangle entre plein de blocs qui sont beaucoup plus majoritaires. Oui, complètement. Parce que, la radicalité de l'AFI, c'est aussi ce qui a fait revenir au vote tout un tas de personnes. Et bon, je trouve ça étonnant marrant que ça vienne là. Ils ont vraiment appliqué presque à la lettre ce que Hollande avait dit sur le plateau de Backseat. Donc ils doivent tous écouter Backseat et appliquer les consignes de Hollande. Tu crois qu'ils prennent leurs consignes auprès de Hollande? En fait, non, mais c'est ça aussi la question. C'est-à-dire qu'on a eu le mandat Hollande, suite auquel quand même les représentants du PS pouvaient même plus aller en manif. Même plus aller à une mobilisation sociale, c'est quand même le propre de la gauche, sans se faire huer. Avec la NUPES et avec le mouvement qu'il y a eu au présidentiel, ils sont à nouveau au cœur de ce qui compose quand même un peu la gauche, c'est-à-dire le mouvement social, les luttes pour la solidarité, etc., etc. Donc en fait, la question de... C'est quelle gauche on pourrait poser la question qu'on s'est posée à Backseat à la Sorbonne. C'est quoi la définition de leur gauche si les élus qu'ils arrivent à avoir, Martine Froget, elle est obligée d'aller siéger avec Liot parce qu'elle n'a pas d'espace à l'Assemblée. Non, mais on en est là. Donc en fait, c'est... Écoute, ils ont organisé un grand raout à Montpellier pour essayer de répondre à cette question. Visiblement, t'as pas été convaincu. Non. Non, mais Bernard Cazeneuve va peut-être essayer de te convaincre ce justement. T'arrêtes de me faire des transitions en or. Les passes décisives. J'adore quand t'es là, les passes décisives. Bernard Cazeneuve, de son côté, alors lui, c'est la gauche anti-NUPES, mais qui est plus au PS non plus. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est fou parce que tu parlais de 3 blocs, mais tous ces blocs, ils sont tellement divisés entre eux en inside. Et ça, c'est des petits cailloux à côté des blocs. Exactement. Bernard Cazeneuve, donc, qui lance une initiative présentée comme, je cite, un rassemblement de la gauche, ni Macron ni Mélenchon, justement, comme je le disais. Il a lancé son mouvement politique le 9 mars. Première réunion publique prévue samedi, le 10 juin. Plusieurs anciens députés qui ont voté Macron en 2017 et 2022 ont publié une tribune dans le JDD le 2 juin dernier. Donc là aussi, de ce côté-là, ça commence à bouger. J'accepte toutes les opinions. Non, mais là, pareil, ça m'a l'air très très proche. Bernard Cazeneuve, je vais avoir vraiment du mal à faire la différence entre on a l'impression de trotskistes et de qui s'engueulent. Mais ok, admettons. Pas trotskiste. Je prends l'exemple pour que ça parle à une partie du chat. Oui. Mais comment est-ce que vous faites pour je ne sais pas, est-ce qu'ils ont besoin de coaliser? À quoi Bernard... En fait, non, ma vraie question, c'est à quoi croit Bernard Cazeneuve? Mais en fait... Est-ce qu'il croit à la longue marche? Alors, si déjà... On commence à 0,5% et on confie à la République en 10 ans parce que d'autres l'ont fait par le passé, ce qui n'est pas faux. Tu vois? Ouais, mais en termes de cartographie, donc on a le PS, après on a cette frange-là du PS qui veut se démarquer de la NUPES, etc. Mais il faut qu'ils se démarquent entre eux. Parce que qui c'est qui va porter et incarner ça? Est-ce que c'est Carole Delga? Est-ce que c'est Cazeneuve? Donc en fait, ils lancent leurs petits groupes, leurs petits événements, tout ça, pour savoir qui va prendre le flambeau de cette nouvelle gauche refondée, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui se joue. C'est une bataille pour le leadership de ce mini-bout du PS. Quoi. Avec un combat à mort avec leurs 3 militants chacun. Mais pardon. Non, mais c'est le parti radical en plus rapide, quoi. Mais sur ce que tu disais, Sacha, sur le fait qu'il y avait eu une certaine tension quand même par rapport à LFI dans cette période-là, je pense qu'il ne faut pas confondre, parce qu'effectivement, quand tu regardais les enquêtes d'opinion, il y avait un jugement assez négatif de la façon dont LFI s'est comporté dans cette... mais ils peuvent marquer des points. Hein. Oui, mais faut différencier la forme et le fond. C'est-à-dire que la critique qu'il peut y avoir par rapport à LFI, c'est une critique de la communication, de parfois la façon dont ils se comportent à l'Assemblée, l'Assemblée nationale, où ça, effectivement, ça crispe une partie de la gauche. Néanmoins, quand tu regardes en termes de cohérence sur le fond des idées, tu prends les personnes proches de LFI, les personnes proches du PS et de LV, t'as quand même, c'est des différences de degré dans le positionnement, mais c'est pas des différences de nature. Tu vois, c'est plus sur la forme que là, il y aurait effectivement quelque chose à redire. Enlever le téléphone à Mélenchon pour qu'il ne tweete pas tous les matins en se levant, ce genre de choses, quoi. Non, c'est vrai. Il a remis un tir dans la tête de Roussel, d'ailleurs, dans le truc de 20 minutes, après l'avoir appelé à l'Union. C'est beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Si ça se trouve, l'histoire nous fera mentir, et dans 10 ans, on aura l'air bien con en interviewant Bernard Cazeneuve, président de la République. Il aura remporté l'union de la gauche derrière lui et il aura marginalisé, je sais pas. Claire, oui, en fait, après on parlera du logement.
faire le lien avec la première partie de notre conversation. C'est-à-dire qu'on a quand même établi un diagnostic on est dans une grave crise démocratique où, en fait, on ne sait pas trop. Les mois, années à venir, on ne sait pas. Donc, en fait, la gauche, il y a de plus en plus cet impératif OK, si en fait on ne gagne pas, ce qui est quand même le but d'un parti politique, prendre le pouvoir, juste pour le rappeler. Accessoirement. Voilà. Et l'exercer après. L'exercer, voilà. En prenant des décisions impopulaires et tout. Ah oui, je connais. Donc, et la question, c'est toutes ces micro-divisions, ces remises en cause de l'accord de la NUPES. En fait, ceux qui se sont mobilisés pour la réforme des retraites vont aussi probablement dire à un moment, c'est bordel, c'est comment on se donne les conditions de gagner un jour. Et est-ce que ce bordel de fractionnement micro-interne à des micro-partis, c'est vraiment la méthode la plus efficace pour construire un mouvement qui est en capacité de gagner. Donc il y a aussi une question de responsabilité par rapport à une mobilisation sociale qui a été massive, où les gens ont fait grève, ils sont allés en manif. Et donc donner un débouché à ça, c'est quand même... un objectif qui me paraît assez souhaitable pour ces partis-là. Et voilà, et donc tous ces fractionnements, ça pose la question de, en fait, pourquoi ils font de la politique. Non, sincèrement. Oui, non, je suis d'accord. En quoi ils croient. C'est ça le fond de... Qu'est-ce que je voulais dire le sujet du logement aussi, c'est un sujet qui est dans l'actualité. Déjà parce que la situation du logement est très tendue. C'est pas un sujet dont on a beaucoup parlé sur Backseat, mais en gros, depuis 1 an, la situation s'est aggravée sur le plan du logement. Il y a une chute de plus de 11% des autorisations de construction. Les taux d'intérêt pour l'achat, l'accession à la propriété se sont envolés à plus de 3% après quelques années où c'était plutôt facile d'emprunter. C'est de 1 à 3,28% en 2 ans. Ouais, en 2 ans, ce qui est énorme. Il y a un assèchement aussi de l'offre de loyers modérés. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a 2,4 millions de personnes sur liste d'attente, de ménages, sur liste d'attente dans le parc social, une augmentation de plus de 7% par rapport à 2021. Donc ça accompagne la précarisation d'une partie de la population. Lundi dernier, et c'est la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'il y a eu un CNR, un Conseil national de la refondation, ces fameux raouts organisés sous l'égide d'Emmanuel Macron, sur le sujet du logement, et les conclusions ont été données par Elisabeth Borne, qui a annoncé tout un tas de mesures autour de la question du logement. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui politiquement peut être explosif, qui peut jouer un rôle dans les élections des prochaines années, la question du logement? Claire? Ce qui est notable aussi, c'est que c'est très connecté à la question du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, puisque on a une augmentation aussi de la part du budget logement dans les ménages, alors qu'auparavant c'était l'alimentation qui pesait le plus. Là, c'est de plus en plus le logement, et ça pèse d'autant plus qu'on est en bas de l'échelle des revenus. Donc c'est une préoccupation qui va devenir quotidienne. Avec en plus, on a eu la loi anti-squat qui a du coup fragilisé aussi la situation des plus précaires des plus précaires. Et là, donc arrive ce Conseil national de la refondation qui joue sur, en plus, l'acronyme du CNR, Conseil national de la résistance. C'est pas hyper heureux comme référence. C'est voulu. C'est voulu, mais est-ce que, en plus, quand on a des résultats qui, selon tous les acteurs du logement sont d'accord pour dire que c'est décevant. C'est un peu dommage d'utiliser un acronyme qui a une charge historique aussi forte. Et donc, moi, je pense que ça peut être quelque chose de très mobilisateur. On en avait beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Et en fait, vu que là, a priori, les solutions apportées ne sont pas à la hauteur, c'est un problème qui va être assez récurrent dans les mois à venir. Je précise d'ailleurs que les copains de la chaîne Stupid Economics ont sorti une vidéo sur le sujet du logement, très bien documentée, très bien faite comme d'habitude avec Stupid Economics. N'hésitez pas à aller la checker sur leur chaîne YouTube Stupid Economics. Sacha, le thème du logement, tu penses que c'est un thème porteur politiquement? C'est un peu passé à la trappe à cause du contexte, et il se passe plein de trucs, etc. dans l'actualité, mais ça reste un truc important. C'est un peu passé à la trappe, effectivement, mais là, on se rend compte qu'il y a des acteurs de la société civile, tout ce qui est gérant d'agences immobilières, etc., qui disent... Stéphane Plaza.
On l'embrasse. On embrasse, évidemment. qui t'explique qu'effectivement, les conclusions du CNR ne sont pas satisfaisantes, plus les maires et les acteurs de la société politique qui s'y mettent aussi. Donc, je pense qu'effectivement, à un moment, ça va être un sujet sur la table. Et je ne sais pas combien tu disais qu'il y avait de gens qui n'avaient pas de logement. 2,5 millions 2,5 de millions. personnes sur la liste d'attente du parc social, mais ça veut dire que c'est des personnes qui sont déjà dans un logement, mais qui veulent plus grand parce qu'ils veulent plus grand, bien sûr. Comme ça. Moi, j'ai noté un chiffre qui est qu'il y a 3 millions de logements qui sont inoccupés, qui étaient inoccupés en 2022 en France. Donc, voilà. Et c'est pas une question de construction de logements parce qu'en 2022, voilà, on en a construit 370 000. Mais oui, ça va forcément être un sujet politique. Est-ce que ce sera le sujet de la présidentielle de 2027 ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Je pense pas. Mais il y a aussi des sujets très, très concrets, par exemple, sur les tensions, sur des zones particulièrement en tension, notamment les villes touristiques autour d'Airbnb, etc. Juste un point très rapide, on va devoir enchaîner, mais Claire, on voulait aussi dire qu'il y a une tension intéressante qui existe entre la volonté de construire des nouveaux logements, parce que c'est ça la réponse qui porte tout le marché locatif via l'investissement, mais il y a aussi des tensions sur le terrain avec les zones non constructibles et la volonté des écolos de limiter l'artificialisation des sols. Oui, exactement. Donc en fait, là, il y a quand même un besoin tous les ans de nouveaux logements parce que c'est une stricte question démographique. Et là, on arrive dans une situation effectivement où il faut qu'on arrête l'étalement urbain. Et donc, il y a des solutions de densification plutôt qui passent par des politiques de rénovation de logements, etc. Tout ça, ça demande des moyens financiers, humains, de formation sur notamment le secteur de la rénovation thermique où on a pris un retard accumulé qui est incroyable. Et la sensation, c'est qu'en fait, une fois encore, l'État ne se donne pas du tout les moyens de ce qu'il annonce. Et encore là, même Elisabeth Borne a dit quelque chose comme bon bah c'est pas, on va pas tout résoudre là. Bah oui, mais bon. Et puis sur le logement, c'est un des secteurs. Enfin, j'étudie ça dans le cadre de ma thèse, mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est un des secteurs où l'État a dit il y avait énormément de bâtiments détruits. Il fallait tout reconstruire. Fallait tout reconstruire. Au sens premier, donc c'était un grand chantier national. Qu'est-ce que l'État a fait ? Il a mis les moyens humains, financiers, humains, et en fait, en quelques années, on a reconstruit. Donc il y a bien une question de quelle volonté politique est là. Ma question, c'est est-ce qu'ils nous emmerdent pas un peu les écolos avec leur zone zéro artificialisation nette des sols ? Moi, j'en ai discuté avec des maires qui m'ont dit c'est hyper emmerdant parce que quand on dit zéro artificialisation nette, on parle d'artificialisation sans faire la différence entre un parking pour un Ikea et des logements sociaux. Et il y a des maires qui disent ça fait chier. Je comprends l'idée, je suis d'accord, mais je préfère qu'on me laisse construire des logements sociaux parce que ça, c'est une tension particulière, quitte à ce qu'on m'empêche de construire un parking pour un Ikea. Oui, mais la question de la non-différenciation entre des parkings et des logements sociaux, c'est un problème de législation. Donc, c'est quelque chose sur lequel la politique a la main. La question dans une ville, est-ce qu'on se donne les moyens de plutôt rénover un bâtiment, ou alors est-ce qu'on fait la solution de ce qui a été la solution automatique de facilité, c'est-à-dire on construit, souvent avec une qualité en plus du bâti qui n'est pas terrible, sur ce qu'on bâtit. Comment on fait des habitats légers, donc qui artificialisent pas l'ensemble des sols. Enfin, il y a plein de leviers qu'on peut actionner et j'ai l'impression qu'en fait, ce truc de l'artificialisation est aussi utilisé par ceux qui veulent un peu le statu quo pour en fait pas avancer. Alors que comme les ZFE, je suis d'accord avec toi. C'est Chers amis, on va enchaîner avec la chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Vincent n'est pas avec nous cette semaine puisqu'on l'a envoyé en mission spéciale pour Backseat. On l'a envoyé dans les Pyrénées pour bosser sur son prochain sujet, le développement de la 5G dans les zones blanches. Alors Vincent, on est avec toi, on est en direct normalement. Est-ce que la 5G marche bien là où tu es, dans les Pyrénées ariégeoises ? Non. Jean, juste, pourquoi tu m'as envoyé là en fait ? Pourquoi j'ai fait tout ce chemin pour ça ? Tu me punis en fait ? C'est à cause du Kwakubé que je t'ai fait, c'est ça ? C'est parce que en fait je comprends pas parce que... Voilà, c'était évidemment une blague. Vincent est en vacances, donc il n'y a pas de PowerPoint de Vincent cette semaine. Voilà, il a tenu à vous envoyer cette vidéo. On lui fait des gros bisous. C'est pas le seul, il y a aussi Adèle qui est en vacances cette semaine, qu'on embrasse très fort. Ce qui va se passer, c'est que donc on va se mettre une pause et on se retrouve tout de suite après la pause avec notre invité politique cette semaine. Il s'agit de la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. C'est parti pour la pause, à tout de suite. Bonsoir
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette très belle émission. Très heureux de vous accueillir, bonsoir le chat, bonsoir Twitch, très heureux de vous retrouver. Bonsoir aussi si vous nous regardez en replay sur YouTube, bonsoir si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de Backseat. Je vous rappelle que Backseat, c'est une très belle émission que nous vous faisons avec une équipe de 20 personnes avec amour chaque semaine et que c'est grâce à vous, grâce à vos dons qu'on réussit à faire cette émission. N'hésitez pas à soutenir l'émission, on va réussir grâce à vous, grâce à vos dons à financer la saison complète. On va y arriver, n'hésitez pas à y aller sur le KissKissBankBank, n'hésitez pas à faire des dons ponctuels, n'hésitez pas à acheter sur le shop des t-shirts, des gourdes, des coques de téléphone, etc. Tout ça, ça nous aide. Merci du fond du cœur pour votre soutien, c'est grâce à vous qu'on le fait. Chers amis, dans cette émission, comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité qui fait l'actualité en politique. Et cette semaine, j'accueille sur le plateau de Backseat la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Bonsoir Sophie Binet. Je venais vous offrir la casquette de la CGT parce que je viens de découvrir qu'il y avait une hype CGT. Il y a une hype CGT. Voilà. Non, vous venez quand même pas de le découvrir. Et comme elle est en rupture de stock, incroyable. Ouais. Ah mais elle est méga collector. C'est la casquette de la CGT, la casquette que tout le monde s'arrache sur Internet. Merci Sophie Binet pour ce gentil cadeau. Merci beaucoup. Sophie Binet, on va parler d'actualité avec vous. L'actualité politique s'est passée ces 6 derniers mois. Ça a été et ça reste encore aujourd'hui la réforme des retraites avec peut-être un épilogue aujourd'hui, l'examen de la proposition de loi d'abrogation qui a fait long feu puisque à l'Assemblée nationale, suite aux manœuvres du gouvernement, le groupe Lyot a décidé de retirer sa proposition d'abrogation de la réforme. Quelle est votre analyse sur cette actualité ? Avant de parler retraite, moi je voulais juste adresser tout mon soutien et celui de la CGT aux blessés et à leurs familles, à toutes celles et ceux qui ont été touchés par l'acte insupportable qui s'est produit à Annecy. Voilà, qui montre que malheureusement la folie n'a ni couleur, ni religion, ni nationalité. Okay. Voilà. Et puis, vous avez raison de le faire, oui. Pour revenir sur l'actualité chaude, je pense que c'est important de se dire que Macron a eu droit à un gros carton rouge populaire. Malgré ça, il a gagné la première mi-temps, mais que cette victoire sur la première mi-temps, il la tient grâce au fait qu'il a changé les règles du jeu en cours de route, puisque on a réussi, nous, à gagner le fait qu'il n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale, et au dernier moment, avant de passer au vote, il dégaine le 49-3, et c'est en passant en force, en empêchant l'Assemblée de voter, qu'il a gagné cette première mi-temps. Maintenant, une première mi-temps, c'est pas la fin du match. Et donc, Alors, j'allais vous demander justement, c'est quoi la suite du match pour vous ? Parce que vous n'avez pas annoncé de nouvelle date de mobilisation, si je dis pas de bêtises. Encore, mais on va se voir la semaine prochaine. Et il y aura un texte intersyndical dans le courant de la semaine prochaine, plutôt en fin de semaine prochaine, qui va dessiner des perspectives. En fait, la suite du match et la deuxième mi-temps, elle va être complètement différente de la première. Déjà, en termes de temporalité, ça va être une deuxième mi-temps longue, je préviens, qui va durer 4 ans. Parce que cette question de la réforme des retraites, ça ne va pas lâcher Emmanuel Macron jusqu'à la fin de son quinquennat. Ça va être sa casserole. Le problème, c'est que dans son gouvernement, il y a déjà beaucoup de casseroles, parce que à peu près chaque ministre a déjà une belle casserole. Là, ça va venir couronner le tout. On va le poursuivre avec cette question-là. Et ce qui est important aussi de se dire, c'est que ce qu'un gouvernement a fait, un gouvernement peut le défaire. Ce qu'un président de la République a fait, un président peut le défaire, le même ou un autre. C'est pour ça que le retour à 62 ans, voire à 60 ans, comme vous le demandez, c'est possible, ça fait partie des scénarios que vous souhaitez. Et vous n'avez pas peur de la résignation d'une partie des gens qui sont mobilisés, non ? Ça, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron et du patronat, de jouer justement sur l'état d'esprit. Et l'état d'esprit est très important. Il faut qu'on sorte en étant fier de ce qu'on a fait, en étant conscient de tout ce qu'on a fait bouger. Et le point clé qu'on a fait bouger, c'est qu'à l'issue de ces 6 mois de magnifique bataille qu'on a menée ensemble, Emmanuel Macron, il n'a plus ni majorité sociale ni majorité politique. Pas de majorité sociale, ce qu'il n'a jamais été aussi minoritaire dans le pays. C'est la raison pour laquelle la répression, elle est beaucoup plus importante, c'est encore plus violent, etc. Parce qu'il y a une lucidité très forte par rapport à l'impasse de sa politique. Et puis, plus de majorité politique, ce qu'à l'Assemblée, il ne peut même plus faire voter ses réformes. Et d'ailleurs, quand on interroge les députés, ils disent que le rythme s'est quand même beaucoup ralenti. Il n'y a plus beaucoup de projets de loi qui sont inscrits à l'Assemblée nationale, ce qui ne sait plus comment les faire voter. Mais ça n'empêche pas de réformer, c'est aussi ce qu'il a réussi à démontrer. Ça ne l'empêche pas de réformer chaque réforme, à quel prix, et c'est un tour de force. Donc là, par exemple, ils sont en train de se gratter la tête beaucoup pour savoir s'ils vont réussir à faire voter leur projet de loi sur l'immigration. Ils ne savent pas avec quelle majorité, comment, etc. Donc
tout est plus compliqué. Et donc, nous, dans ce contexte-là, il faut qu'on soit bien conscient qu'on est en position de force. On est en position de force à l'Assemblée nationale, puisque Macron n'a plus de majorité. On est aussi en position de force dans les entreprises, dans les branches, sur nos lieux de travail, parce que l'unité syndicale, ça change la donne. Ça permet que, face au patron, les syndicats soient rassemblés et puissent renverser la table. Alors, en position de force, je veux bien, ça saute pas forcément aux yeux. Qu'est-ce qui vous reste comme option, j'ai envie de dire, parce que le 49.3 a fait que la réforme est entrée en vigueur, pas de loi d'abrogation, on l'a vu aujourd'hui, pas de référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce qui reste comme possibilité? Beaucoup de gens m'ont demandé ce matin et maintenant. Il en reste beaucoup dès lors qu'on se dit qu'on travaille sur le temps long. Ok. D'abord, à l'Assemblée nationale, la réforme des retraites, elle peut venir à plein de moments. Ça peut être dans des nouvelles niches parlementaires où les députés refont la même chose que ce que le groupe Lyotte avait fait. Ça peut être aussi, chaque année, les députés sont amenés à débattre et à voter sur le budget de la sécurité sociale, c'est à l'automne. Et donc, je sais déjà qu'il y a des députés qui vont présenter des amendements pour, dans le budget de la sécurité sociale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mettre la retraite à 62 ans. Puisque on aura enfin un vote, du coup. Peut-être. Non, mais Après, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Il faut savoir qu'en face, ils vont utiliser tous les moyens pour empêcher l'Assemblée de voter. Mais en tout cas, les députés, ils sont déterminés. Il y a un certain nombre de députés qui, ce matin, ont fait, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, un serment du 8 juin en disant qu'ils continueraient à porter cette question pendant toute la durée du quinquennat. Donc on sait qu'il y a une détermination à l'Assemblée nationale grâce à notre mobilisation et au rapport de force qu'on a poussé. On va regarder juridiquement quels sont les leviers à notre disposition. On a une négociation qui va s'ouvrir à l'automne sur les retraites complémentaires. Alors ça s'appelle l'Agir Carco, c'est pour les salariés du privé. Et ça représente quand même entre 25 et 50% de la pension à la fin. Donc c'est assez important. Bah ouais. Donc ça va s'ouvrir à l'automne. Et le point positif, c'est qu'a priori, les syndicats vont y rentrer unis. Avec des revendications, des exigences communes. En tout cas, la CGT va œuvrer à ça, ce qui permettra, je l'espère, d'améliorer les retraites complémentaires des salariés dans le privé et de compenser un peu cette réforme très régressive. Et puis ensuite, nous, on va utiliser tous les leviers à notre disposition dans les entreprises, dans les branches. Par exemple, on va demander et exiger l'ouverture de négociations partout pour des départs anticipés pour les métiers pénibles, les carrières longues, etc. On va regarder si on peut inventer des dispositifs pour prendre en compte les années d'études et permettre que ça soit plus un boulet pour les jeunes diplômés d'avoir fait des études, alors que c'est quand même un levier pour les entreprises de recruter des jeunes qualifiés. Donc on va travailler sur tous ces dispositifs pour utiliser le rapport de force à tous les niveaux pour neutraliser l'impact de la réforme un maximum. Donc c'est pas une mobilisation vaine pour vous, ce qui a eu lieu. On va continuer à en parler, notamment de l'unité syndicale. Sacha, tu voulais poser une question? J'ai une petite question. Pendant l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, il y avait bien un domaine réservé entre syndicats et partis politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'action, entre guillemets, parallèle, et il y avait eu des petites frictions sur les moyens d'action. Vous dites que vous êtes en relation avec des députés qui ont prévu de déposer des amendements. Est-ce que vous avez prévu un peu de resserrer les liens tout en respectant la charte d'Amiens, ou vous allez continuer chacun dans sa ligne En fait, ce qui est important, c'est de travailler en complémentarité. On a des rôles différents, mais complémentaires. Et pour être efficace, on l'a vu dans la bataille, il faut travailler étroitement sur chacun de nos rôles. Et donc, moi, depuis que je suis secrétaire générale de la CGT, j'ai régulièrement les différents groupes parlementaires qui s'opposent au gouvernement au téléphone. On échange sur la situation à l'Assemblée, sur les stratégies qui vont être les leurs. Moi, je leur dis aussi ce que nous, on en pense, quelles sont nos stratégies. Et ça permet de se coordonner de façon efficace. Par exemple, les tentatives sur le référendum d'initiative partagée, ça a été travaillé avec nous. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est aussi un levier qui nous reste. C'est que, le référendum d'initiative partagée, il faut se dire les choses franchement, il a été écrit pour ne pas marcher. Oui, c'est un reproche que vous faites aux députés de l'avoir mal écrit? Non, c'est pas les députés qui l'ont écrit, c'est dans la réforme de la Constitution à l'époque. Pardon. Voilà, mais l'instrument constitutionnel, franchement, oui, ça c'est vrai. C'est hyper compliqué avec plein de contradictions. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une réforme, mais il ne faut pas que ça abroge une loi votée depuis moins d'1 an. Il ne faut pas que ça coûte aux finances publiques. Mais il ne faut pas que ça soit une réforme d'ordre budgétaire. Enfin bon, bref, c'est très difficile de satisfaire ces contradictions. Mais dans 1 an, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas proposer d'abroger la réforme des retraites parce qu'elle était promulguée depuis moins d'1 an.
Donc, on a déposé le RIP avant la promulgation de la réforme. Bref. Mais du coup, dans 1 an, on va quand même retenter ça, de déposer un nouveau RIP 1 an après la promulgation et d'avoir enfin ce débat. Ça fait partie des outils pour dire on passe pas à autre chose et on continue à se battre avec tous les outils qui sont à notre disposition. Vous parlez du succès du travail en complémentarité avec les partis. Pourtant, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas suffi. 1,2 million de manifestants, des manifestations historiques, c'est le cas de le dire, en nombre de manifestants, une opposition qui n'a jamais été aussi forte à l'Assemblée nationale. Vous l'avez dit, le président n'a pas de majorité pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Vous avez rencontré Elisabeth Borne, d'ailleurs, en mai dernier, au moment des discussions avec l'intersyndicale. Qu'est-ce qui s'est dit ? Alors là, c'est 2 questions différentes. Oui, c'est 2 questions différentes. Donc, sur la première question, pourquoi est-ce que là, sur la première mi-temps, le point est marqué par Macron ? D'abord parce qu'il y a une radicalisation du pouvoir et qu'il est passé en force avec vraiment une stratégie hyper cynique sur la fin justifie les moyens. Et quels que soient les moyens. Donc, sachant que ce qu'il fait, ça fait monter l'extrême droite, ça franchit toutes les lignes rouges en termes de non-respect des libertés, etc. Bon, rien à faire. Je veux imposer ma réforme par la force, donc je vous piétine jusqu'au bout en utilisant tous les instruments de la Constitution. Et je le dis parce que, en fait, dans aucun autre pays européen, ça aurait pu se passer comme ça. Même dans l'Angleterre de Thatcher, elle avait une majorité à la Chambre des députés. Macron n'en a pas. Donc Thatcher était violente, mais moins que Macron. Et donc, il n'y a aucun autre pays européen. D'ailleurs, nos homologues, nos camarades syndicalistes dans d'autres pays européens, ils nous regardent, ils ont des yeux ronds. Ils nous disent, mais vous, les Français, on ne vous comprend pas. Vous avez fait une mobilisation. On serait incapable de faire une mobilisation comme la vôtre. Comment ça se fait que la réforme soit encore là ? Donc, c'est quand même important de se dire qu'il y a une anomalie démocratique en France et que cette constitution de la Ve République, c'est plus possible. Ça, c'est quand même le principal responsable de cette mi-temps. Il y a un changement institutionnel absolument nécessaire selon vous. C'est important. Il faut arrêter justement de traiter cette question du changement institutionnel comme un truc un peu éloigné de notre situation quotidienne, un truc de juriste, etc. Bon, on voit comment ça contraint, ça a un impact sur la situation sociale. Ensuite, il y a des choses qui dépendent de nous. Moi, je pense qu'il y a 2 choses importantes qui nous ont manqué. D'abord, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de jeunes scolarisés dans la mobilisation. Il n'y a pas eu de grande mobilisation étudiante ou de grande mobilisation lycéenne. Il y en a eu, des étudiants et des lycéens, mais il n'y a pas eu un grand mouvement étudiant ou un grand mouvement lycéen. Ça aurait pu changer la donne pour vous ? Ah oui, clairement. Okay. Le CPE a marché parce qu'il y avait les étudiants et les salariés. Et en fait, sur la mobilisation pendant le CPE, les salariés étaient beaucoup moins mobilisés qu'ils ne l'ont été mobilisés là sur cette réforme. Les salariés, ils ont fait ils ont dû faire, je sais pas, peut-être 6 jours de grève. Et c'est la mobilisation de la jeunesse qui a arraché le CPE. Il n'y a pas non plus de perturbation de l'activité économique via les transports, via le carburant, etc. Le deuxième point, effectivement, c'est sur la grève. Il ne faut surtout pas laisser dire qu'il n'y a pas eu de grève. Ce n'est pas vrai. Il y a eu déjà 14 journées de grève, plus des grèves reconductibles dans un certain nombre de secteurs. Et la CGT, elle a appelé à généraliser les grèves et elle a travaillé pour qu'il y ait un maximum de secteurs qui partent en grève reconductible. Et pourquoi ça n'a pas pris ça ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Parce que, en fait, tout le monde ne peut pas partir en grève reconductible. Les secteurs qui peuvent partir en grève reconductible, il faut qu'ils aient un taux de syndicalisation élevé, qu'ils aient des syndicats qui soient forts. Parce que faire grève et faire grève reconductible, ça sert à rien de partir tout seul en grève reconductible face à son patron. Ça va pas servir à grand chose. Il faut être sûr de pouvoir entraîner tout son collectif de travail. Et pour ça, il faut déjà avoir un syndicat qui soit fort et nombreux. Et puis ensuite, donc, pour moi, la leçon, c'est qu'il y a trop d'endroits, il y a à peu près 40% des salariés du privé qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise. Donc déjà, ça s'appelle un désert syndical. Il y a trop d'endroits dans lesquels il n'y a pas de syndicat. Et donc, ces salariés, s'il n'y a pas de syndicat dans leur entreprise, faire grève, c'est super dur. Il y en a plein qui ont fait grève quand même. Mais c'est dur parce que déjà, comment on fait ? Le patron va essayer de faire de la répression syndicale, etc., etc. Puis le salarié qui va faire grève tout seul comme ça, il va vraiment s'afficher. Aussi, il a le droit, mais il va vraiment s'afficher. C'est quand même pas évident. Donc, il y a trop d'endroits dans lesquels il n'y a pas de syndicat. Ensuite, il y a trop de précarité parce que quand même chez notamment les ouvriers et les employés, par exemple dans des usines de la
la métallurgie, sur une ligne de production automobile, il y a entre 20 et 40% d'intérimaires. Quand on est intérimaire, c'est beaucoup plus compliqué de faire grève. Pareil, dans les usines d'agroalimentaire, il y a 20 à 40% d'intérimaires qui n'ont pas le même rapport à la grève. Donc, même d'ailleurs, les salariés permanents ont beau se mettre en grève, ils ne vont pas vraiment bloquer la production parce qu'il y a un nombre d'intérimaires conséquent. Donc ça, c'est aussi un problème pour les syndicats. Et là, du coup, vous théorisez une impuissance, parce que l'intersyndicale avait appelé à bloquer le pays, ça n'a pas pu avoir lieu. Vous nous expliquez toutes les raisons pour lesquelles ça n'a pas pu avoir lieu et ça ne pourra pas beaucoup plus avoir lieu demain. Eh bien non, ça dépend de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de nous syndiquer massivement en leçon du conflit, en se disant, on a compris que pour gagner en rapport de force à moyen long terme, il faut que toutes et tous, on se syndique, qu'on s'organise de façon, déjà, prochain conflit, on sera prêt. Et puis surtout, se syndiquer, c'est agir au quotidien et c'est changer le rapport de force au quotidien face à son patron. Ça change vraiment la donne. Ça permet de relever la tête, comme ce conflit. Une des leçons aussi, c'est que collectivement, on a relevé la tête et on a dit à Macron que c'est bon, il n'était pas Jupiter et qu'il n'avait pas tous les pouvoirs et qu'on refusait des choses, qu'on était capable de discuter de sa politique, etc. C'est la même chose face au patron. Se syndiquer, c'est se donner les moyens de s'affirmer face à son patron, de s'organiser collectivement aussi avec les autres collègues de travail et de reprendre la main sur son travail, de dire oui, nous, on voudrait travailler autrement. On pense que l'exercice de notre professionnalisme, ça devrait plutôt se passer comme ça. D'interroger aussi la finalité de son travail en disant, par exemple, d'un point de vue environnemental, notre travail, on pense qu'il est mauvais pour la planète et qu'on pourrait le faire autrement. On pourrait réorienter la stratégie de l'entreprise, etc. C'est ça que ça veut dire se syndiquer. C'est surtout pas, parce que parfois on ne connaît pas bien, se syndiquer, c'est tout l'inverse du délégataire. C'est-à-dire, c'est se prendre en main soi-même, s'organiser soi-même et se dire, tiens, avec mes 3, 4, 5 collègues, hop, on se syndique, on choisit le même syndicat, c'est mieux, c'est plus efficace. Et comme ça, on va agir ensemble face au patron, on se prend en main. Claire, tu avais une question ? Oui, moi, c'est une question sur la transformation de votre rôle en tant que syndicat dans ce temps long que vous décrivez en termes stratégiques. En fait, normalement, en tant que syndicat, vous inscrivez dans la démocratie sociale, donc le fait qu'il y a un espèce de dialogue, de va-et-vient pour les réformes nationales avec le gouvernement. Est-ce que finalement, du fait de cette verticalisation de la 5e, vous n'allez pas devoir sauter l'étape de la discussion avec le gouvernement et finalement vous retrouver comme outil avec la mobilisation, la stratégie de syndicalisation, l'Assemblée nationale comme lieu pour faire le lien. Mais finalement, est-ce que c'est un peu la fin de la démocratie sociale telle qu'on l'a connue ? Est-ce qu'elle peut encore exister en fait avec ce gouvernement et ces méthodes ? Oui, c'est vrai que Macron, il en a théorisé la fin en expliquant en gros que dans la Startup Nation, les syndicats ne servaient à rien, qu'on était très poussiéreux. C'était en 2016, les corps intermédiaires, c'est des conservateurs qui empêchent d'avancer. C'était le 19e siècle, quoi. Avec le numérique, numérique, on est has-been, etc. Bon, là, je pense que la mobilisation lui a montré qu'on n'était pas si has-been que ça. Donc, effectivement, ça, Macron, il n'en veut pas du tout, puisqu'il a une verticalité de sa pratique. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que c'est assez peu décrypté, c'est qu'il y a une stratégie entre le patronat et le gouvernement. Ils ont un petit jeu de rôle entre eux, très hypocrite, où, en gros, le patronat donc, laisse le gouvernement faire le sale boulot, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, où ils ont coupé très largement les droits des chômeurs, la réforme du Code du travail, où Macron, en 2017, son premier quinquennat, il est arrivé, il a fait par ordonnance une réforme du Code du travail hyper violente. Et donc, le patronat laisse le gouvernement faire le sale boulot de façon unilatérale, sans négociation, en agissant directement. Et par contre, dès que potentiellement, il pourrait y avoir des sujets d'avancée pour les salariés. Par exemple, nous, à la CGT, on est très attachés aux questions d'égalité femmes-hommes et de violences sexistes sexuelles. Il renvoie la négociation. Exactement. Ouais, c'est ça. Là, le gouvernement nous dit, mais allez négocier avec le patronat. On est tout à fait d'accord avec vous. Allez négocier avec le patronat. Et comme ça, le patronat reprend la main et a une forme de droit de veto. Parce que pour qu'on réussisse à négocier avec le patronat, à sortir avec un accord, il faut que le patronat accepte de signer. Et on sait que, par exemple, toujours sur les questions d'égalité femmes-hommes, pourquoi est-ce que ça n'avance pas depuis 50 ans ? Parce que le patronat ne veut pas de l'égalité femmes-hommes, parce que l'égalité salariale, il y a 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Faire l'égalité salariale, ça coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Donc les patrons ne veulent pas. Pareil, sur les violences sexistes et sexuelles, ils considèrent que c'est une obligation supplémentaire pour les entreprises et ils ne veulent pas de contraintes pour les entreprises, donc ils n'en veulent pas. Il y a eu quelques avancées promulguées par le gouvernement, promises par le gouvernement dans cette
cette réforme des retraites, qui ont en partie été censurées par le Conseil constitutionnel, mais qui devraient revenir dans un prochain texte, autour des carrières longues, autour de la pénibilité. C'est des avancées que vous reconnaissez ? Eh bien, en fait, ce qui est drôle, c'est que on a vu le patron des patrons lundi. On a fait une petite réunion avec lui. Ils sont pas en train d'en élire un nouveau, là ? Oui, tout à fait. Mais c'est ça, ils sont en pleine élection. C'est ça, le 6 juillet, il y en aura un nouveau ou une nouvelle, ce qui est aussi une candidate. Bon, a priori, elle est un peu outsideuse, mais bon. Mais donc, on a vu le patron des patrons qui s'appelle Geoffroy de Roux de Bézieux lundi. Et donc, ce qu'il nous a dit lundi, c'est qu'il voulait vraiment négocier avec nous sur la question de l'emploi des seniors et de la pénibilité, justement. Ouais. Alors que sur ces deux questions-là, jusque-là, le patronat était vent debout en disant sur l'emploi des seniors, on veut aucune contrainte. Sur la pénibilité, on est contre tous les critères de pénibilité, le compte individuel de pénibilité, c'est une usine à gaz, c'est trop compliqué, tatati, tatata. Là, tout d'un coup, ils se réveillent, ça les intéresse vachement. Pourquoi est-ce que ça les intéresse ? Pourquoi ? Parce qu'ils veulent reprendre la main et ils veulent pas que le gouvernement, sous la pression de la mobilisation, impose des dispositifs contraignants qui auraient été négociés directement avec nous. Ok, je comprends. Donc, voilà pourquoi. Et donc nous, ce que nous leur avons dit, c'est que sur ces sujets-là, nous, on veut une négociation tripartite, donc avec aussi le gouvernement pour sortir justement de ce jeu de rôle. Et alors par contre, ce qui était drôle, c'est que de l'autre côté, on a dit aux patrons que nous, ce qu'on voulait, c'était négocier sur les questions de leur responsabilité directe. Les salaires, c'est quand même la première responsabilité des patrons. Ils passent leur temps à le dire, d'ailleurs, pour que surtout le gouvernement ne fasse rien. Donc on leur a dit, ça, c'est votre responsabilité, on veut négocier. Et ils nous ont dit, non, on ne veut pas négocier sur les salaires. Deuxième sujet sur lequel on leur a dit, on veut négocier, on leur a dit, on veut négocier sur l'assurance chômage, sur les allocations pour les personnes qui sont privées d'emploi. Là, ils ne voulaient pas non plus du tout négocier, alors que normalement, c'est géré par l'UNEDIC de façon paritaire, parce que c'est les cotisations. Quand notre salaire, c'est important de savoir que notre salaire, c'est le salaire brut, qu'il faut regarder, pas seulement le salaire net. Et donc, dans le salaire brut, le salaire socialisé, il y a tous nos droits, retraite, chômage, maladie, etc. Et c'est très important, ce salaire socialisé. Et donc, comme c'est payé par nos salaires, l'assurance chômage, c'est dans le champ de la négociation. Le gouvernement, normalement, n'a pas le droit de décider. C'est le patronat et les syndicats qui doivent se mettre d'accord. Et en fait, tout d'un coup, là, les patrons ne voulaient pas négocier sur la question de l'assurance chômage. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a fait le sale boulot. Et que le gouvernement a fait tout seul une réforme violente en baissant les droits de la moitié des personnes privées d'emploi. De façon, il n'y a jamais eu une réforme de l'assurance chômage aussi violente. Et donc, ils veulent leur laisser la main parce qu'ils savent qu'aucun syndicat ne signera jamais de tel recul de droits. Et qu'ils ont bien compris, d'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, on a vu que vous étiez tous d'accord, donc on ne veut pas négocier avec vous. C'est l'unité syndicale, on a vu que ça avait du poids. Ce qui montre que l'unité syndicale, c'est important parce que les premiers qui ne veulent pas de l'unité syndicale, c'est les patrons. Antoine ? Est-ce que vous pensez que ce mouvement social, il a même de ramener davantage de salariés vers le syndicalisme, ou au contraire, cette impression que même quand les syndicats ont réussi à mettre tellement de personnes dans la rue, sans être finalement entendu par le gouvernement avec la loi qui finit par passer, ça peut un peu avoir l'effet inversé. Peut-être que vous constatez déjà quelque chose au niveau des chiffres. Justement, c'est l'enjeu là de la séquence là sur est-ce qu'on sort avec un coup de bambou démobilisé, fataliste, désespéré, et même en se disant on a tout essayé qui est le terreau de l'extrême droite. On a tout essayé, toutes les forces politiques. On a essayé Hollande, c'était la catastrophe. On a essayé la droite, c'était la catastrophe. Macron, c'est la catastrophe. Donc le seul truc qu'on n'a pas essayé, c'est l'extrême droite. Là, il faut surtout pas sortir de cette séquence en disant on a tout essayé, les syndicats aussi. Donc le seul truc qui nous reste, c'est l'extrême droite. On n'a pas tout essayé, les syndicats, parce que déjà, on a perdu la première mi-temps, mais on n'a pas perdu le match. Et puis ensuite, on ne s'est pas syndiqué, on ne s'est pas organisé. Et si on a perdu la première mi-temps, c'est parce qu'on n'est pas assez syndiqué. Et donc là, ce qu'on sent depuis le début du conflit, c'est au contraire, on a une cote de popularité qui remonte. Il y a eu beaucoup d'adhésions. Côté CGT, on est autour de 35 000 nouveaux adhérents là, depuis le début du conflit. Et je pense que si on cumule sur tous les syndicats, on doit être à peu près plus de 100 000 personnes qui se sont syndiqués depuis le début du conflit. C'est beaucoup quand même. Et ça n'est qu'un début, parce qu'on sait qu'il y a plein de personnes qui ont participé à des manifs, qui peut-être ont fait grève une fois, ont signé une pétition, ont soutenu le mouvement, qui ne se sont pas encore syndiqués. Donc on a un vivier énorme de syndicalisation. Si on réussit à ce que toutes celles et ceux qui se sont mobilisés de près ou de loin se syndiquent, mais le rapport de force sociale, il sera considérablement transformé à l'avenir, dans les mois, les années qui viennent. Ça change complètement la face des choses. Les grandes périodes de conquête sociale, c'est quand les syndicats ont beaucoup de syndiqués.
Et de poids. Et d'ailleurs, c'est ce que disait François Hollande au micro de Backseat la semaine dernière, qui parlait de la social-démocratie. On disait que ça ne fonctionnait que... Justement, il disait que ça ne fonctionnait que quand les syndicats étaient très puissants et qu'ils avaient la possibilité d'imposer un rapport de force. Donc c'est pas sa faute si le quinquennat a été une catastrophe. C'est bien, j'ai noté. C'est la faute de la CGT selon lui, j'en sais rien. C'est ça. Mais en plus, c'est vrai, je pense qu'il aurait bien pu remettre ça sur les frondeurs assez facilement, comme d'habitude. Ou sur les syndicats qui sont pas assez forts. Il est sympa parce qu'il a fait quand même des réformes qui ont fragilisé le poids des syndicats. Donc c'est très grave. Il y a une question aussi sur l'intersyndicale. Ça, c'est la grande nouveauté de cette mobilisation. C'est qu'il n'y avait pas eu d'unité syndicale entre la CGT et la CFDT, notamment depuis 2009. On a une archive d'ailleurs de ce que disait Philippe Martinez, votre prédécesseur, en 2009 au sujet de l'intersyndicale. C'est toujours important qu'il y ait une unité syndicale. Ça donne confiance. Et ça prouve que quand tous les syndicats sont d'accord, ça prouve que le sujet est grave et que ça vaut le coup d'y aller. Voilà, c'était Philippe Martinez qui était à votre place, c'était au début de la mobilisation, c'était le soir du premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. On en est où de cette unité syndicale ? On a entendu Laurent Berger dire que c'était probablement la fin de la partie avec l'échec de cette proposition de loi aujourd'hui. Oui, je ne partage pas ce qu'il a dit. C'est sûr que lui, il est sur le départ, donc c'était peut-être sa dernière manif pour lui. Pour nous, non. Mais faut dédramatiser. C'est depuis le début du conflit, on a eu pas mal de points de désaccord entre nous qui se sont très bien passés parce qu'on s'est dit très tranquillement qu'on n'avait pas besoin d'être d'accord sur tout. Et donc, par exemple, sur la question des grèves reconductibles, la CGT l'a poussé, l'a porté. On n'a pas été d'accord au sein de l'intersyndicale, donc ça n'a pas été porté par l'intersyndicale. Pour autant, on a continué dans l'intersyndicale parce qu'on s'est dit que c'était un outil très important pour le rapport de force et qu'il y avait des points essentiels sur lesquels on était d'accord et qu'il ne fallait pas être bloquant sur cet aspect. Et donc c'est la CGT toute seule qui a porté la question de la nécessité de reconduire la grève et de basculer oui, c'est comme ça. On a vu que parfois c'était un peu compliqué, notamment sur les appels à mobilisation. On a vu que la CFDT était parfois plus réticente que vous à appeler à de nouvelles journées de mobilisation plus fréquemment. Sur les blocages. Sur les blocages aussi. Oui. Sur les méthodes, on a vu parfois, mais en même temps vous dites que ça s'est bien passé dans le dialogue. Oui, parce que y compris d'ailleurs le débat a été fructueux aussi, dans le sens où les différents syndicats sont pas implantés dans les mêmes secteurs et dans les mêmes entreprises. On n'a pas du tout la même sociologie, et donc c'était ça aussi qui était intéressant, c'est que nous on arrivait avec notre vision et ce qui était demandé par les secteurs dans lesquels on est le plus implanté, et la CFDT qui est plus implantée par exemple dans le secteur tertiaire, a apporté d'autres choses dans le mouvement. Donc cette unité syndicale, elle était fructueuse, je pense, pour donner confiance aux salariés dans la mobilisation, donner envie de se mobiliser, parce que c'est quand même désagréable d'avoir des syndicats qui passent leur temps à se disputer entre eux au lieu de faire monter le rapport de force face au patron. Mais elle nous a aussi permis, je pense, d'être quand même plus efficace dans la conduite du mouvement, parce que de rassembler plus large. Vous avez rencontré celle qui va succéder à Laurent Berger déjà ou pas? Oui, bien sûr. Vous êtes à peu près d'accord, calé sur la suite ou pas? En fait, elle était dans l'intersyndicale, donc on la connaît bien. Donc voilà, moi je suis très confiante pour la suite. Après, on n'a pas eu le temps d'échanger en profondeur et on va le faire dès qu'elle va être élue. Et je pense qu'il y aura une continuité entre elle et Laurent Berger, et donc les choses... moi, je ne suis pas inquiète sur l'avenir de l'intersyndicale parce que ce que tous les syndicats ont compris, c'est que notre force dans la mobilisation, ça a été notre unité et que ça, il ne faut pas qu'on le perde. Alors bien sûr, c'est comme la suite de la mobilisation, ça prendra des formes différentes. On ne va pas se voir tous les 3 jours tout le temps. Mais par contre, on va rester en lien sur, dès qu'il y aura des sujets importants, essayer d'aller le plus possible de façon coordonnée face au patronat ou face au gouvernement avec des propositions communes. Il y a des groupes de travail communs, là d'ailleurs, qui se sont lancés sur des propositions. On a fait de premières propositions ensemble. Et je pense que ce qui est important, c'est que cette unité syndicale, elle ne reste pas une unité syndicale de sommet, mais qu'elle se décline aussi dans les branches professionnelles et dans les entreprises. Sachant que le problème, c'est que dans les entreprises, maintenant, il y a eu une réforme il y a une dizaine d'années qui fait qu'il y a tout le temps des élections professionnelles, et donc ça alimente un système de concurrence entre les syndicats qui est délétère et qui n'aide pas à l'unité syndicale. Ça, il faut qu'on réussisse à le dépasser. Vous êtes 2 femmes à la tête des 2 principaux syndicats du pays. Ça aussi, c'est une évolution. Claire, tu avais une question sur le syndicalisme et le féminisme.
Oui, et on l'a entendu dans votre bouche tout à l'heure, la question, toutes les questions liées au féminisme et à l'égalité salariale, etc., sont portées très haut par la CGT. Et j'avais une question sur la culture militante et le vécu quotidien dans le militantisme, dans les manifs, etc. C'est quoi l'état des lieux et est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour éventuellement améliorer les choses sur ce plan-là? Alors, à la CGT, il y a toujours eu des femmes à la CGT. La CGT existe depuis presque 130 ans. Et il y a au congrès fondateur d'ailleurs de la CGT, c'était à Limoges en 1895. C'était une femme qui présidait la séance, qui s'appelait Marie Saderne. Elle était corsetière. Et pourquoi est-ce qu'elle présidait la séance? Parce que c'était elle qui était à la tête de la plus grande grève. Ça faisait 60 jours qu'elles étaient en grève. À l'époque, il y avait des grosses grèves dans le textile. Mais c'était la seule femme de la salle. Et à part présider la séance, elle n'est pas intervenue. Et donc, il y a toujours eu des femmes dans la CGT, mais leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille dans la CGT. Il y a même une culture viriliste aussi de l'engagement pendant des années. Oui, et des luttes. Parce que même d'ailleurs, si on regarde tout le vocabulaire lié aux luttes, c'est un vocabulaire très viriliste qui invisibilise la combativité féminine. Ouais, c'est vrai. Il suffit de regarder, par exemple, Marie Saderne, elle a disparu de l'histoire. Les luttes de femmes, elles sont globalement invisibilisées. Et puis, par exemple, une lutte de femmes importante qui n'est pas nous dans notre champ strictement social, mais c'est la mobilisation des suffragettes en Grande-Bretagne au début du siècle. On les a affublés d'un surnom complètement ridicule. Donc moi, j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que cette lutte, parce que pour moi, suffragette, c'était majorette, c'était un peu ridicule, un truc complètement ridicule. Et en fait, quand on regarde leur mobilisation, mais c'est une mobilisation hyper radicale et violente, beaucoup plus violente que beaucoup de manifestations sociales aujourd'hui. Elles faisaient des grèves de la faim, elles s'enchaînaient aux églises, elles ont mis le feu même à des églises, elles cassaient les vitrines. Elles sortaient, elles avaient pour certaines, il y en avait certaines qui étaient un peu bourgeoises, avec des manchons de fourrure et dans lesquels elles avaient des marteaux pour péter toutes les vitres le jour des courses, le samedi par exemple. Bon, c'est des choses, mais ça a été complètement invisibilisé. Le mot suffragette ne renvoie pas du tout à cette réalité-là. Ouais. Et donc c'est important de montrer que la lutte, c'est pas du tout l'apanage des hommes, au contraire, et que les femmes sont extrêmement combatives. Et aujourd'hui d'ailleurs, parmi les secteurs les plus combatifs, les plus mobilisés, il y a le secteur de la santé. C'est là où il y a les grèves les plus dures, parce que c'est là où les conditions de travail se sont énormément dégradées, avec aussi une financiarisation du secteur. Et puis le secteur du commerce, la CGT, on a vraiment beaucoup mis en avant, médiatisé la grève des ouvrières de Verbaudet. Pourquoi on a fait ça? Parce que c'était un niveau de violence sans nom. Et il y aurait eu une mobilisation pareille dans l'industrie, n'importe quelle usine. Au bout de 5 jours, ils auraient gagné. Là, elles ont dû faire grève 2 mois parce que c'est un fonds financier qui est propriétaire de Verbaudet. Donc, il y a du coup, les fonds s'en fichent de l'intérêt de moyen long terme de l'entreprise. Et puis, parce qu'il y avait des rapports de classe plus un sexisme qui faisait qu'elles étaient moins entendues. Vous avez parlé de rapports de classe. Vous êtes la première femme à occuper ce poste. Vous êtes aussi la première cadre. Ouais. C'est intéressant parce que la CGT cadre, ça peut renvoyer à une image qui peut paraître contre-intuitive pour des gens qui, justement, pensent au rapport de classe, à l'idée, justement, de classe ouvrière contre classe du patronat. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette perception qu'on peut avoir ? Oui, avant d'être secrétaire général de la CGT, j'étais secrétaire général de la CGT des cadres et des techniciennes professions intermédiaires, l'UGICT CGT, donc qui organise tous les salariés qui sont qualifiés, sont en responsabilité dans l'entreprise. On a jusqu'à des DRH qui sont syndiqués à la CGT. Récemment, par exemple, c'était hier ou avant-hier, il y a une directrice d'EHPAD, par exemple, qui venait juste de se syndiquer, qui est venue voir. En plus, un EHPAD privé qui récemment a défrayé la chronique. Donc... Oui. On l'a. Ouais, voilà, c'est bon. Et donc, du coup, on a des syndiqués qui ont des niveaux de responsabilité extrêmement élevés. Et ce qui est important, c'est qu'on les organise de façon spécifique. On leur permet de se retrouver entre salariés d'un même niveau de responsabilité pour échanger sur leur situation particulière, les revendications qui leur sont propres. Parce que quand on est en responsabilité dans une boîte, on n'a pas du tout la même situation. Il y a des pressions particulières. On n'a pas du tout la même liberté d'expression, par exemple. Et on est soumis globalement à se soumettre ou se démettre. C'est avec une injonction de loyauté. Soi-disant, quand on est en responsabilité, il faut être loyal.
Et donc, on avait fait une affiche, par exemple, qui s'appelait « Cadre, un devoir de loyauté, la fermer ». Alors que ça devrait être l'inverse, en fait. Quand on est cadre dans une entreprise, le devoir de loyauté, ça devrait être au contraire de faire remonter les problèmes. Or, aujourd'hui, être un bon cadre, c'est dire « tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien ». Et puis, faire surtout tout ce qu'on nous dit. Et ça finit par des catastrophes, du type la catastrophe ferroviaire de Bretigny. Celui qui a été poursuivi devant les tribunaux, c'est un cadre. C'est le jeune manager de proximité qui avait 30 ans, qui était arrivé depuis 6 mois sur ce poste. Et pourquoi est-ce qu'il a pu finir devant les tribunaux ? Parce qu'il a fait ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire que, objectivement, tout le monde savait que c'était impossible d'entretenir la sécurité des voies parce qu'il avait un nombre de personnel complètement insuffisant par rapport au kilomètre qu'il avait à entretenir. Mais lui, il était jeune, il faisait ce qu'on lui disait. Et donc, il a dit « tout va bien, je vais bien, tout va bien ». Il n'a pas fait remonter le fait que c'était dangereux, c'était pas possible, etc. Et c'est pour ça qu'il a fini au pénal. On a réussi à faire en sorte qu'il soit pas condamné, mais le pauvre, ça a été extrêmement violent et il a servi de fusible. Et trop souvent dans les boîtes, ce sont les salariés en responsabilité qui servent de fusible avec des directions quand ça va pas. Elles font comme à France Télécom. Ils ont tenté de faire ça en fait en disant non mais France Télécom c'était pas une politique d'entreprise, c'était des managers qui dysfonctionnaient, des managers qui dysfonctionnaient. Oui c'est ça. On leur a quand même donné des sacrées directives à ces managers. Est-ce qu'on peut avoir une entreprise dans laquelle on a des cadres CGT et des employés CFDT? Oui, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Eh ben, on les embrasse. Non, j'avais une dernière question à vous poser. Non, il s'est quand même passé aussi un truc assez intéressant autour de cette mobilisation de la réforme des retraites. C'est la hype autour de la CGT. Ouais. Il s'est quand même passé un truc hyper intéressant. On a une petite compilation d'ailleurs qu'on a préparée. Vous pouvez envoyer la régie. C'est une trend TikTok absolument énorme, ça cartonne, il y a probablement aussi beaucoup de gens qui ont appris ce que c'était la CGT à l'occasion de ce son, etc. J'en plaisantais tout à l'heure autour de la casquette CGT Astras, qui ça aussi c'est devenu un truc. Elle est incroyable. Elle est absolument incroyable, puis tout le monde en parle sur Insta, les gens la veulent, sur Twitter, ceux qui l'ont, ils l'exposent, etc. C'est intéressant, c'est une stratégie voulue de la CGT ou c'est un truc qui est venu comme ça Non, ça n'a pas été organisé, non. Non, ça n'a pas été organisé. À tel point qu'il n'y a plus de casquette. Alors, c'est rupture de stock en plus, la casquette. Ouais, c'est rupture de stock, mais on va en recommander, donc ne vous inquiétez pas. Mais positionnez-vous vite quand même. Ouais, non, mais c'est ça. Ça aussi, ça peut. C'est intéressant parce que ça renvoie aussi à une image. Justement, ça dépoussière assez radicalement une image de la CGT qu'on imaginait plus avec, pardon Philippe, mais CGT à moustache, avec côté fête de l'UMA et de CGT. C'est assez intéressant, non ? Oui, c'est super. Après, ce qui est aussi important par rapport à l'image de la CGT, c'est de dire que la CGT, elle fonctionne par en bas. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans la CGT qui ne sont pas... Moi, je décide de plein de choses, mais il y a beaucoup de choses dont je ne décide pas du tout, parce que les initiatives, elles se construisent à partir de nos syndiqués, de nos syndicats, de nos fédérations, de nos unions départementales. Et d'un point de vue démocratique, c'est vachement intéressant. Et donc, par exemple, cette casquette, c'est pas la direction qui a choisi le patron, etc. C'est celui qui tient la boutique de la CGT, qui fait ses commandes, qui a trouvé ça sympa. Je sais pas si on nous avait demandé notre avis, si on aurait validé la casquette, par exemple. Voilà. C'est la preuve qu'il faut les laisser faire, les gens de la com qui proposent des trucs un peu barrés. Mais c'est même pas quelqu'un, c'est celui qui tient la boutique. C'est littéralement celui qui tient la boutique. Bon, et donc, il y a beaucoup d'autonomie dans la CGT. C'est ça, je pense, qui fait vraiment la force et la richesse de la CGT, parce que du coup, il y a beaucoup d'innovation de terrain. Et c'est pour ça que c'est génial de se syndiquer d'un point de vue démocratique, parce que c'est vraiment avoir le pouvoir. Quand on se syndique dans son entreprise, notamment quand la CGT n'existe pas, on se syndique avec ses collègues, on prend la main et on peut faire la CGT, bien sûr, évidemment, dans le cadre du respect des valeurs et des grandes orientations. Mais après, on peut créer une section CGT dans son entreprise si elle n'existe pas. Et oui, et le principe, c'est que les choses se font par en bas. Ok. Chers amis, on va enchaîner avec la dernière séquence de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Alors, le quiz à la con, vous restez avec nous, Sophie Binet, vous allez jouer vous aussi. Le quiz à la con, c'est simple, 5 questions, 4 propositions de réponse par question. Vous, autour du plateau, vous me dites ce que vous pensez être la bonne réponse à chacune des questions. Et vous, chez vous, vous jouez aussi en votant sur le sondage dans le chat et vous nous dites ce que vous pensez être la bonne réponse. Allez, on commence avec la première question de ce quiz à la con. En 2014, une vidéo du maire de Toronto fait la une des journaux du monde entier. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette vidéo ? Le maire de Toronto. Réponse A. Il danse nu sur une table en boîte de nuit. Réponse B. Il boit au volant d'une voiture.
Réponse C, il tague la devanture de sa mairie. Réponse D, il fume du crack. C'est chaud. Hein. Que des beaux trucs. Vous voyez qui c'est le maire de Toronto de 2014 ? Est-ce qu'il a eu une petite notoriété Réponse B. C'est Justin. C'est pas Justin Mon- Trudeau Hein ? C'est pas Justin. Non, c'est pas du tout Justin Ah ouais. Trudeau. j'ai peur. C'est pas le genre. Réponse B. Pas le même camp politique non plus. Moi, j'ai envie que ce soit la réponse A quand même. Hein. De quoi ? Danser à poil dans une boîte de nuit. Et C'est en la même temps, plus il fait drôle. ce qu'il veut. C'est la plus drôle. Est-ce que les élus, selon toi, doivent bien se tenir en boîte de nuit ? Ah non. Mais on a. Non, mais, Attends, moi, je fais la teuf. non, mais en fait, il y a aussi une construction, qui a ses raisons, hein, des élus qui n'ont pas Les de êtres vie, parfaits. en Oui, fait. oui, c'est vrai. Et en fait, moi, je trouve au-delà de la question de danser nu sur des tables en boîte de nuit, il y a la question de, humaniser un petit peu l'incarnation politique. Ah ben moi, je suis d'accord. Et c'est une question très différente, mais on avait eu tout l'épisode avec Sanna Marin, la première ministre finlandaise. Voilà. Et on avait reproché d'avoir Oui. fait la fête dans un Voilà, en appartement plus, ça avec ses tombe copines. sur une jeune femme, forcément. Comme par Donc, hasard. en fait, il y a cette question de, on est, même quand on est à un très haut niveau de responsabilité, on reste des humains et la meilleure manière peut-être de prendre des décisions politiques dans des démocraties, c'est de laisser la part à ce qu'on a de. Mais j'intellectualise encore Ça reste un beaucoup. cruise à la con, mais tu as raison. désolée. Ce que tu dis est assez intéressant. Non, mais c'est vrai, Mais tu as je fais- raison. Comment Laissez ça vos élus faire la teuf, ils ont le droit. En tout cas, Antoine. quand tu prends la suite ABCD, t'as l'impression d'avoir le pitch du prochain livre de Bruno Le Maire, quand même. Aïe, 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 aïe. Tu l'as C'est vrai, travaillé, ça. celle-là. Un peu, quand même. Non, non, bien joué. C'est beaucoup trop soft, Elle est validée. Elle est validée. malheureusement. Bon, alors, vos réponses. Le chat a voté réponse C. Ok, à 50%, d'accord. Selon vous, les réponses. Claire, t'en penses quoi ? Ouais, moi, je reste avec la A. Toi, tu veux le voir danser nu sur une table de... Ok, d'accord. Antoine, C'est quand même assez rigolo. toi, tu dis le tag devant la devanture de la mairie, de sa mairie à Toronto, ok. Sacha, Des... il a fumé du crack, d'accord, ok. Bien. Sophie Binet, Le B. réponse B, du coup, il boit au volant d'une voiture. Et ben, on a la réponse en photo. Regardez. Ah bah non, c'est pas la A, j'espère. Ah, c'est pas la réponse, c'est juste la photo du monsieur. qu'on Ah embrasse. merde. Donc c'est On ne peut-être sait la A. toujours pas. Donc là, on Euh, l'imagine nu. Il s'appelait Rob Ford et il a fumé du crack. Ah. C'était la réponse D. Rob Ford était, c'est un peu un pré-Trump. C'est-à-dire qu'il a été, c'était un homme extrêmement haut en couleur de la droite canadienne qui était particulièrement fantasque. Et il a effectivement, alors il a eu un nombre de scandales, de détournements, de tout ce que tu imagines absolument phénoménal. Je crois qu'il est décédé il y a quelques années. Et il a effectivement défrayé la chronique en reconnaissant publiquement, oui, j'ai fumé du crack, c'était le titre du journal. Il a Le concédé problème, ça. c'est que souvent, on peut pas fumer du crack seulement une fois. Hein. C'est quand même la pire des drogues. Et absolument. Il avait J'en promis profite d'arrêter pour de un boire. message de prévention, Ouais. c'est la catastrophe. Hein. Absolument. Et donc voilà, donc il avait donné une interview à ce moment-là en 2014 et il est décédé d'un cancer, oui, effectivement. Donc voilà, deuxième question de ce quiz à la con. À qui Force ouvrière doit-elle une partie de son financement lors de sa création ? Oh là, Je précise que si vous peux pas connaissez la répondre. réponse, je vous demande de ne pas le hurler. Laissez les autres galérer. Réponse A, la CIA. Réponse B, le FBI. Réponse C, le KGB. Réponse D, James Bond lui-même, grand soutien des syndicalistes. À qui Force ouvrière doit-il une partie de son financement lors de sa création ? Pas la C, du coup. KGB. C'est vrai qu'on serait sur une forme de logique, quand même, par rapport à la A et la B. Ouais. Oui, bah oui, parce que le KGB, pour ceux qui nous écoutent et qui sont nés après la chute du mur de Berlin, c'était le service de renseignement russe, soviétique, Moi, je communiste. vois bien la CIA faire des dingueries quand même. Hein. Mais on n'a pas l'année de la création. Ah, mais ça, faut Le réfléchir. FO. Alors, vous voulez l'année Sophie Binet. 1949. Ouais. 49. Ok. Ah oui. C'est un bon indice quand même. Ouais. Ah, vous galérez, hein. Vos réponses. Réponse C, du coup Sacha Non, moi la A. Réponse A, la CIA, d'accord. Antoine, Ouais, je dis rester sur C, mais je pense que... ouais. KGB, d'accord. Claire, Ouais, je vais rester sur la C aussi, même si j'ai très envie de dire D. Parce que c'est drôle. donc tu restes sur la C aussi, le KGB. Sophie Binet, Bah la A. réponse A, et c'est la bonne réponse. Effectivement, oui, c'est bien la CIA. La Force ouvrière, c'est né d'une scission de la CGT.
Qui est-ce qui avait intérêt à la scission de la Mais CGT? oui, Voilà. bien sûr. C'était pendant la guerre froide. Et c'était pendant la guerre froide. Ouais. Par ailleurs, le KGB, c'était plutôt des Stahl à l'époque. Oui. Force ouvrière, c'était plutôt des trotskistes. Oui. Stahl n'allait pas filer du pognon à des trotskistes. Non, c'est logique en fait. Ouais. Ouais. Donc, on n'a pas été bon. Il y avait la. Vraiment, Non, on a vraiment là. non, culture syndicale, tout ça, l'histoire. Non, mais c'est nos thèses. On est L'objectif de la fatigués le CIA, soir. c'est Ça connecte plus. Voilà, c'est passé par des syndicalistes américains qui ont fait le lien avec la CIA. Bref, il y a du pognon qui est arrivé, qui a filé un coup de main à cette scission. L'objectif de la CIA, c'était de réduire l'influence des mouvements communistes au sein des syndicats ouvriers, notamment au sein de la CGT, dont CGT et FO étaient l'une des dissidences. Voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Pourquoi la Maison Blanche est-elle blanche? Réponse A. Parce que c'est comme ça, vous me faites chier avec vos questions à la con. Réponse B. Parce qu'elle a été incendiée en 1812 et la peinture blanche fut choisie pour cacher les dégâts de la façade. Réponse C. Réponse D. Parce que le blanc représente l'impartialité de la fonction présidentielle. Oh là là. Ou réponse D, en l'honneur de la suprématie blanche. Oh là là. Bon. Quand même une époque, il y a quand même une époque où le Ku Klux Klan avait ses entrées à la Maison Blanche oui. de manière assez. Il y a un excellent documentaire que je vous invite à regarder sur l'histoire du Ku Klux Klan. Vous le trouverez sur YouTube, sur Arte, je crois. Et j'ose espérer qu'ils n'avaient pas le choix sur la couleur de la peinture quand même. Donc pas la D. Je donne pas la réponse, moi. Je dirais C, moi. Tu dis la réponse C? Ouais. L'impartialité de la fonction présidentielle, le blanc a été choisi comme un symbole. Ok. Ouais, moi aussi, je pense que Toi aussi, tu c'est le dis plus. c'est le symbole? C'est le plus. Ouais. Ok. Même si, bon. c'est Trouvé un peu impartial, le président des États-Unis? Les symboles. Les symboles. Dans La Constitution. réalité. La Constitution, son interprétation. Exactement. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui est impartiale, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Pardon. Tac. Moi, j'ai envie de dire B. Toi, tu dis B, t'as attendu que le chat vote pour te prononcer? Pas du tout. Non, c'est bon, je t'ai vu. Non. Donc le chat vote réponse B également. Je suis Usul, en général. Courte majorité. Oui, c'est ça, tu suis Usul, il n'est pas là. Sophie Vinet? Ouais, B aussi. Réponse B. N'hésitez pas à parler dans le micro qu'on vous entende bien. B. Donc réponse B. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo le chat. Bravo Sophie Binet. Bravo Sacha. Je vais suivre Sophie Binet maintenant. Ouais, Voilà. faites donc ça. Effectivement, lors de la guerre de 1812-1815, les Anglais envahissent la capitale américaine et incendient la ville. Washington est en flammes, la demeure présidentielle aussi. Pour masquer les dégâts sur la façade de l'édifice, ils ont repeint d'un blanc uniforme. Voilà, aucun symbole là-dedans. A priori, c'est tout ce qu'ils avaient sous la main. Quatrième question de ce quiz à la con. Laquelle de ces phrases est vraie? Réponse A. Soutenu par Force ouvrière, un salarié de la CFDT attaque la direction de la CFDT. Réponse B. Soutenu par la CFDT, un salarié de la CGT attaque la direction de la CGT. Réponse C. Soutenu par la CGT, un salarié de Force ouvrière attaque Force ouvrière. Ou réponse D. Soutenu par la CGT, un salarié de la CGT attaque la direction de la CGT. Parmi ces 4 propositions, il y en a une qui est vraie. Bah, toutes. Hein. Toutes. Oui, il y a eu des cas de figure. Alors, la plus récente. La C. Soutenu par la CGT, salarié de Force ouvrière attaque la direction de Imagine un Force salarié de Force ouvrière qui est syndiqué CGT. J'adore. Non, mais ok, si tu veux. Attends. Un salarié de Force ouvrière, ok. C'est vrai qu'on Soutenu par la joue un CGT. peu avec nos cerveaux, wow. avec les intitulés des questions. Ouais. Comme là. Ah, là, c'est le but, hein, c'est de vous faire transpirer. Eh ben, ça marche. Salarié de la CGT, ok. Tu dis quoi, Claire? Parce que j'ai décidé qu'on se trompait ensemble ce soir. Oui, voilà. Alors, on va se tromper en choisissant la C. Eh ben, cette parfait. fois. Là, c'est... Voilà. Donc, soutenu par la CGT, un salarié de Force ouvrière attaque la direction de Force ouvrière. D'accord, ok. Sacha. Moi, je vais attendre que Sophie Binet réponde. Sophie Binet, est-ce que ça ring a bell? Ça vous dit quelque chose? La D, ouais. La D. Quelqu'un à la CGT qui a attaqué la direction de la CGT avec le soutien de la CGT, d'accord? Sacha, J'allais dire la A, moi. t'allais dire la A. Ouais. Mais du coup, Tu je te dis la D. désolidarises. Non, j'ai la D. Tu maintiens l'unité syndicale, c'est beau ce que tu fais. Le chat, qu'est-ce qu'il en pense? On va voir la réponse dans une seconde. Pioum, c'est la réponse D pour le chat, à près de 80%. C'est la même réponse que Sophie Usul a Binet. dit c'est la D. Non mais Usul, il connaît les bails. Et bah c'est la bonne réponse, effectivement, oui, absolument. 2017, un salarié de la CGT a saisi les prud'hommes et a attaqué du coup la direction de la CGT. Il y a une section CGT à la CGT? Oui, tout à fait. Et donc, je peux être patronne. Bah vous l'êtes, du coup, désormais, parce que... C'est ça, effectivement. On n'a pas beaucoup de salariés à la CGT parce que l'essentiel... Donc, Ah, c'est les fédés.
Déjà, oui, c'est des salariés dans nos fédérations et dans nos unions départementales. Et ensuite, on a environ 150, 200, on va dire, salariés directement. Et encore, parmi ces salariés, il y en a une partie de droit privé, voilà. Et puis, il y en a une autre partie, c'est des détachés, où on négocie des détachements avec leur entreprise. Donc, nous, on rembourse l'entreprise, mais le contrat de travail reste celui de l'entreprise. Et c'est ça qu'on essaye de privilégier, justement, pour avoir des militants qui après peuvent retourner dans leur entreprise et qui ne sont pas salariés à la carrière voilà. Donc on n'a pas beaucoup de salariés, mais on a un syndicat CGT des salariés de la CGT, et donc qui demande par exemple des augmentations de salaire qu'on n'accepte pas forcément. Voilà. Et du coup, là, dans le cas en question, c'est la CGT ou la CGT qui a gagné au Prud'homme? Je sais pas, j'ai pas les pilotes. Je sais pas précisément, j'étais pas encore secrétaire général, je sais pas précisément le cas. Il faut une casquette CGT de la CGT. Mais c'est pas... Non, mais c'est pas absurde. Non, mais quand vous l'avez expliqué, c'est pas du tout absurde. Allez, 5e et dernière question de ce quiz à la con. En 2017, le président philippin Rodrigo Duterte s'adresse aux terroristes et les menace. Mais de quoi les menace-t-il? Réponse A, de les priver de dessert. Réponse B, de leur mettre une fessée. Réponse C, de les manger tout cru. Réponse D, de les envoyer au lit sans leur raconter d'histoire. Il y avait un thème dans ce quiz à la con? Absolument aucun. D'accord, c'est bien ce que je me disais. Il y avait un petit thème syndical sur les 4. Tu cherches les thèmes, t'intellectualises beaucoup pour le quiz à la con. C'était un peu syndical. Moi, je vote pour la C. La réponse C, de les manger tout cru. Ok. Ouais, c'est assez cohérent. Ouais. Maintenant, on se réfugie, on suit Sophie, c'est ça? La nouvelle stratégie des losers de ce quiz à la con. Autant les autres, ouais, quand même, mais là, c'est du bluff total, j'en sais rien du tout. Non, mais alors c'est dit avec tellement d'aplomb. Oui, voilà. C'est triste. Non, mais je reconnais. Attends, vous avez l'air de connaître l'anecdote. Moi, d'accord, ok, peut-être. La B, elle me plaît bien, moi. Leur mettre des fessées, ouais. Vous voyez qui c'est, Rodrigo Duterte? Ça vous dit quelque chose? C'était le président philippin. C'était le président en 2017. Bonne réponse, évidemment. Oh. Perspicace. Non, c'est un bon dégénéré. Il a voté Usul ou pas? Bon gros dégénéré. On t'attend, Usul. Non, mais. Allez, vote. T'es pas là, on a besoin de ta réponse. Non, Usul, tu spoiles pas. Le chat vote réponse B, les fessées. J'ai dit B avant le chat. J'ai dit B avant le chat. Les fessées, c'est pas toujours une punition. Je ferai aucun commentaire sur ce que tu viens de dire. Pardon, j'ai rien. Allez, on passe. On passe. Donc, le chat répond réponse B. Du coup, Sacha, t'as dit quoi, toi? B. Réponse B aussi. B. C. Antoine, réponse C. Donc, les manger tout cru. Ouais, C. Claire, réponse C aussi. Sophie Binet. C. Réponse C. Eh bien, c'est la bonne réponse. Oh là là. Oh non. Il a voté quoi, Usul? Oh, il avait voté B. Raté, Usul. Ah, raté, Usul. raté. Effectivement, Rodrigo Duterte, connu pour son langage cru et ses déclarations controversées, en 2017, il s'est adressé aux terroristes. Alors lui, il appelle terroristes tous les gens qui sont impliqués dans le trafic de drogue aux Philippines. Ouais. Et d'ailleurs, il préconise de les tuer d'une balle dans la tête. Voilà. Et il a déclaré, je cite, « Je mangerai votre foie si vous me le demandez. Donnez-moi du sel et du vinaigre. Je le mangerai en face de vous. Je mange tout. Je suis pas difficile. Je mange même ce qui ne peut pas être avalé. » Fin de citation. Moi, je condamne la violence. Est-ce que tu condamnes la violence? Je condamne la violence du président philippin, complètement. Est-ce que Sophie Binet a fait un perfect ce soir sur le quiz à la con? Non, j'ai raté la première question. La première, mais ensuite ça a été un perfect. Bravo, Sophie Binet, pour ce quasi perfect. Excuse-moi, j'ai fait un perfect jusqu'à la dernière question. Oui, Oui, mais toi, t'es entraîné sur le quiz à la con, donc ça compte pas. Merci beaucoup, Sophie Binet, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci beaucoup. Je vous laisse quitter le plateau, Sophie Binet, et on vous retrouve juste après. Me remercier pour me faire sortir. Mais poliment. C'est joliment fait. Il va falloir qu'on trouve une technique. On va conclure l'émission. Il va falloir qu'on trouve une technique pour le dire plus gentiment aux invités. À chaque fois, je dois leur demander de partir, etc. Juste une conclusion de cette émission pour vous remercier. Une émission particulière parce qu'on avait ni Vincent ni Adèle qu'on embrasse parce qu'ils n'étaient pas là cette semaine. Une émission particulière puisqu'on a fait 1 heure de Before. Je sais qu'il y a eu des problèmes techniques avec Twitch. On est désolé. On va essayer de trouver une solution, y compris pour vous rediffuser le Before. Merci beaucoup à Médecins du Monde d'être venu nous parler de l'accueil des personnes exilées. C'était très très cool comme Before et je suis très content. Merci à eux pour leur soutien également. Ça va, vous? Ça vous a plu? Ouais, c'était super. C'était chouette. Super c'était chouette. Pas de frustration sur les sujets de la semaine. Je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures. Non, mais je trouve que c'est un moment
politiquement très intéressant parce qu'on arrive au bout d'une étape d'une historique mobilisation et qu'on commence du coup à discuter de qu'est-ce que c'est une mobilisation au quotidien qui s'inscrit dans le temps long. Le syndicalisme au quotidien, c'est quoi ? Le militantisme, au-delà de juste aller aux manifs, ça ressemble à quoi ? Comment on s'organise ? Enfin, ces questions de l'auto-organisation de la société pour potentiellement contrer des réformes, etc. On commence à entrer dans ce débat-là et c'était du coup très intéressant d'avoir Sophie Binet. Totalement intéressant. Nouveau visage du syndicalisme, parce que mine de rien, les secrétaires généraux de la CGT, on les voit à la télévision, on grandit avec, etc. Donc c'est pas un poste évident là-dessus. Mais c'était effectivement, je suis d'accord, intéressant à aborder l'évolution du syndicalisme, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, comment vont se passer les prochaines années, l'unité syndicale. On a essayé d'aborder tous les sujets. On aurait pu encore continuer pendant une plombe, mais c'était très chouette. Où est-ce qu'on vous retrouve, des actus, des trucs à venir ou pas ? Oui, vite fait. Vas-y. Une note qu'on va faire sur l'Union de la gauche, justement, aux européennes. Donc là, quand tu dis on, c'est la Fondation Jean Jaurès. C'est ça, c'est ma casquette, pas ma casquette CGT, mais la casquette Fondation Jean Jaurès. Fondation Jean Jaurès, donc on la retrouvera sur quoi ? Sur ton Twitter ? On peut trouver ça sur Twitter, sur le site de la Fondation, tout ça. Ok, d'accord. À suivre, donc ça sortira dans pas très longtemps. On lira ça. Sacha ? Sur le JDD. Le JDD, lisez le JDD. Tu suis plus particulièrement quoi comme titre d'actu ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Sport en ce moment. Sport. Beaucoup de cool. sport, ouais. Et cool. Roland Garros, tout ça ? Non, surtout le foot. Surtout le foot, toi. Ouais. Oui, non, c'est Karim Benzema qui part en Arabie Saoudite. Absolument. Etc. Écoute, on lira. Merci beaucoup, Sacha. Claire ? Oui, j'interviens au Festival de l'écologie populaire à Asnières vendredi prochain. Voilà, sur la question comment on agit par rapport à la question climatique. Voilà, c'était mieux formulé dans l'intitulé. Mais... Et 3 jours après, j'ai mon second comité de thèse. Ouais. Donc, ça va bien se passer. Je suis très studieuse ces jours-ci. Courage. Voilà. Et moi, demain, je suis à Lyon pour faire du skate avec Kenny, qui m'invite au skate tour. On sera avec Ponce, on sera avec Rive, on sera avec Baguera. Ah non, mais moi, je suis un mec dans la vague. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, demain, je vais skater à Lyon. Wow. Donc, voilà, à suivre sur la chaîne Twitch de Kenny Stream. Ça va être trop marrant à suivre demain après-midi. Vous allez me voir skater. Il y aura des skateurs pros aussi. Ça va être trop bien. Tu refais un vlog ou pas ? Non, là ce sera un stream pour le coup sur la chaîne de Kenny. Donc voilà, on se retrouve aussi. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien à Backseat. Continuez à donner de l'argent, on va y arriver grâce à vous à financer cette émission. Merci du fond du cœur. Je vous fais des bisous, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de Backseat.